Regarde-toi. Personne ne se soucie de ce qui arrive à une ordure comme toi. Les mots de Léo Martin fendaient l'air tandis que son pied s'abattait sur les côtes de Chloé, encore et encore, dans une tentative désespérée de briser sa force silencieuse. Elle ne supplia jamais. Elle ne pleura jamais. Et ce calme inébranlable, son refus de le craindre, ne faisait qu'attiser sa colère. Devant tout le lycée, il lui cracha dessus, convaincu qu'il pourrait enfin la faire plier. Mais cette fois, il avait commis une erreur fatale. Quelques minutes plus tard, son père apparut, apportant avec lui un châtiment que personne n'aurait osé imaginer. Le garçon qui régnait sur Saint-Martin-du-Lac avec cruauté allait bientôt s'agenouiller. Dépouillé de ses privilèges, abandonné par ceux qui l'acclamaient autrefois, il ne lui resterait que la ruine qu'il avait lui-même créée. Voulez-vous assister à la véritable justice? Abonnez-vous et rejoignez-nous. Cette fin vous laissera sans voix. Règle numéro 1, ne jamais les laisser te voir flancher. Pas une seule fois, pour personne. Les mots résonnaient en boucle dans l'esprit de Chloé Dubois alors qu'elle franchissait le seuil du lycée Saint-Martin, les épaules droites, le regard acéré sous le ciel blanchi du matin. Un vent froid balayait le parking du lycée, emportant les rires et les cris d'un millier d'élèves dans une tempête tourbillonnante qui ne semblait jamais l'atteindre. Ce nouveau lycée, dans cette ville qui portait son histoire comme une couronne. Elle pouvait déjà sentir la tension tressée dans chaque regard, chaque silence. Chloé se déplaçait avec une sorte d'assurance qui n'appartenait pas à une nouvelle élève. Le menton haut, le dos droit, ses yeux absorbant chaque détail du paysage humain et architectural qui s'offrait à elle. Pas d'écouteurs pour l'isoler, pas de faux sourires pour se fondre dans la masse, pas de balayage désespéré du regard à la recherche d'un visage amical. Juste l'observation, mesurée et sans hâte, comme si elle avait tout le temps du monde. Sa peau, foncée et lumineuse, contrastait avec le béton pâle et les bannières délavées par le soleil qui hurlait « Allez les sangliers !» En bleu et or. Près du mât du drapeau, un groupe de garçons de l'équipe de football se prélassait avec l'aisance étudiée de prédateurs confiants sur leur territoire. Au centre, à moitié allongé sur un muret de pierre, se tenait Léo Martin, un blond aux larges épaules, avec un sourire aussi froid et vide qu'une lame de couteau. Son maillot était impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, ses mouvements lents et théâtraux pour le bénéfice de tous ceux qui regardaient, c'est-à-dire, bien sûr, toute la cour. Léo la vit instantanément. Il remarquait toujours les nouveaux arrivants en premier, surtout ceux qui ne cadraient pas. Il aimait considérer le lycée Saint-Martin comme son royaume privé, et chaque élève comme un pion à arranger et à divertir selon son bon vouloir. La plupart des nouveaux, en particulier les rares visages noirs, apprenaient vite à baisser les yeux, à rire trop fort à ses blagues, à dire oui quand il les voulait invisibles, et non seulement quand il en avait fini avec eux. Mais cette fille le regardait de part en part, droit au centre de son monde soigneusement construit, puis le dépassait comme si elle cherchait quelque chose de plus intéressant juste par-dessus son épaule. Elle n'a pas dû entendre parler de moi, pensa Léo. Ou peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement. Les garçons autour de lui le remarquèrent aussi. Enzo Petit, son arrière, celui au ricanement perpétuel, fit un signe de tête en direction de Chloé. « Yo, la nouvelle a des envies de suicide, hein ?» Léo se contenta d'un sourire narquois. Il était habitué à l'adoration et à la peur. Habitué à la façon dont les filles essayaient de l'impressionner, ou à la façon dont les garçons s'alignaient pour se prélasser dans le reflet du nom de sa famille. Les Martin possédaient la moitié de l'immobilier de la ville, détenaient les clés de la mairie, et leur dont pouvait faire ou défaire le prochain vote du conseil d'administration de l'école. À Saint-Martin-du-Lac, le pouvoir était un parfum, tenace, inéluctable, et entièrement blanc. La démarche de Chloé, silencieuse mais ininterrompue, était un problème. Pour la foule, elle était une question à laquelle personne ne s'était préparé. Pour Léo, elle était une insulte. Il la regarda s'approcher du bâtiment administratif. Elle passa devant un groupe de pom-pom girls, 3 blondes, une brune, qui s'arrêtèrent en plein fou rire pour la dévisager. Aucune ne dit un mot, mais leurs yeux la suivirent comme des projecteurs. Le reste de la cour ralentit, la tension se propageant vers l'extérieur. On pouvait sentir le souffle collectif, en attente, toujours en attente que le roi fasse son mouvement. Mais Chloé ne leur donna rien. Elle croisa le regard du surveillant à l'entrée, lui tendit sa fiche de transfert sans un mot, et accepta sa carte d'étudiante avec un signe de tête. Quand un élève de première la bouscula accidentellement, elle cligna à peine des yeux, retrouva simplement son équilibre et continua son chemin. Imperturbable,
ni provocante, ni effrayée, juste immunisée. C'est ce qui déstabilisa le plus Léo. Il se targuait de savoir lire les gens, de flairer la faiblesse comme un loup sans le sang. Mais l'indifférence de cette fille était une forteresse. Il imagina pendant une seconde fugace ce que ce serait si quelqu'un le regardait de cette façon, si son propre pouvoir s'évaporait tout simplement. L'idée lui fit serrer la mâchoire. Personne n'est intouchable ici. Il se le rappela, pas même les bien-pensants. Léo inclina la tête, sa voix un filet bas destiné à son cercle intime, mais calculé pour quelle porte. Elle ne sait pas encore où elle est, dit-il, les lèvres retroussées dans une fausse pitié. Elle apprendra. Léo se pencha en arrière, croisant les bras, l'image même de la confiance pour son public. Mais dans sa poitrine, le ressentiment commençait à s'enrouler. Une fin lente et insidieuse de la faire réagir, de lui faire se souvenir de sa place. Parce qu'au lycée Saint-Martin, il y avait toujours une place pour chacun. Il décida à ce moment-là qu'il lui apprendrait publiquement, sans équivoque, ce qui arrivait aux étrangers qui prétendaient que les règles du roi ne s'appliquaient pas. Il adressa un sourire mince et acéré à la foule, leur faisant savoir que le jeu avait commencé. Le déjeuner au lycée Saint-Martin était moins un repas qu'une performance. Un défilé quotidien de pouvoir, d'alliance et de hiérarchie silencieuse gravée profondément dans les os de chaque table. Le plafond de la cantine scolaire bourdonnait du cliquetis des plateaux et du bruit superposé de l'agitation adolescente. Mais sous tout cela coulait quelque chose de plus froid. Un courant de règles tacites, Dieu qui ne manquait jamais un faux pas. Chloé franchit le seuil avec son plateau. Les mains stables, la tête haute. Elle balaya la foule du regard. Elle choisit une table au milieu, refusant de se tapir sur les bords comme tant d'autres avant elle. C'est alors que la salle commença à se taire. D'abord une ondulation, puis une vague. Léo Martin se leva de sa chaise, le monde ralentissant autour de lui. Il grimpa sur un banc et tapa une cuillère contre son verre, le son strident tranchant à travers les rires et les conversations. C'était un artiste né et élevé pour tenir une foule. Toute la cantine scolaire se tut. Même les professeurs au fond levèrent les yeux, incertains. « Attention, Saint-Martin », lança Léo, la voix dégoulinant d'un charme sirupeux. « Prenons un moment pour célébrer quelque chose de vraiment spécial. La diversité. » Il étira le mot comme de la guimauve, moqueur et creux. Quelques ricanements, quelques froncements de sourcils. Il fixa son regard sur Chloé, ses yeux brillants du plaisir d'un chat jouant avec un oiseau piégé. « Nous avons tellement de chance cette année, poursuivit-il, d'accueillir un tout nouveau visage dans notre communauté vibrante, un véritable symbole de l'engagement de notre école envers, vous savez, l'inclusion et l'enrichissement culturel. » Il fit un geste d'une grandeur simulée. « Je veux dire, où d'autre pourriez-vous trouver une si belle tapisserie d'origine, n'est-ce pas ?» Quelques élèves reniflèrent. Chloé resta assise, les yeux froids, les lèvres pressées en une ligne ferme et illisible. Léo continua, laissant la mascarade s'épaissir. Accueillons tous chaleureusement notre nouvel élève pour que l'administration sache que nous maintenons nos chiffres de diversité. On ne voudrait pas perdre cette subvention. Ah. Il fit un clin d'œil à la table du proviseur. Quelques élèves éclatèrent de rire. Quelques membres du personnel détournèrent le regard. Du fond, un garçon blanc timide, Théo Lambert, un second à la voix douce, applaudit sincèrement, essayant de rendre le moment moins cruel. Il fut immédiatement récompensé par un regard noir d'Enzo Petit, l'ombre de Léo. « Qu'est-ce que tu fais, t'es son parrain maintenant » ricana-t-il. Théo se recroquevilla, réduit au silence. Les bras de Léo s'ouvrirent en grand. « Allez, les gens. Montrons-lui à quel point nous aimons apprendre de perspectives différentes. Après tout, nous devons tous apprécier le riche héritage qu'elle nous apporte, n'est-ce pas ?» Dit quelque chose en swahili, lança quelqu'un. Une autre voix se moqua, « Je parie qu'elle a des histoires sur la cité. » Plus de rire. Les applaudissements devinrent plus forts, maladroits et forcés. Quelques filles levèrent les yeux au ciel et se joignirent au mouvement. D'autres le firent pour ne pas se faire remarquer. C'était une performance, un vilain petit rituel masqué de sourires en plastique. Certains visages étaient vides, d'autres amusés, la plupart soulagés de ne pas être à sa place. Pendant tout ce temps, Léo ne quitta pas Chloé des yeux. Son sourire était une lame fine et acérée. Il voulait qu'elle se fane, qu'elle se ratatine,
qu'elle joue son rôle d'étrangère reconnaissante. Mais Chloé reste à droite, les épaules carrées, croisant le regard de Léo avec des yeux aussi froids que la pierre. Il n'y avait aucune gratitude, seulement un dédain mesuré. Il poussa plus loin. « Raconte-nous quelque chose sur toi, Chloé » lança-t-il, sa voix résonnant au-dessus des applaudissements. « Partage avec nous la richesse de ta culture. Nous voulons tous être éduqués par ton expérience. » Quelques filles à la table voisine gloussèrent, se cachant derrière leurs mains. Les amis de Léo rugirent de rire, l'encourageant. Chloé attendit que le bruit s'estompe, laissant la tension monter jusqu'à ce que la pièce soit suffocante d'attente. Puis, d'une voix qui coupa le silence comme de la glace, elle dit « Je ne suis pas ton spectacle et je ne suis pas ta leçon. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans un étang. Des ondulations de malaise se propageant dans toutes les directions. Le sourire narquois de Léo vacilla un battement de cœur. Le public le sentit aussi. La nouvelle ne jouait pas le jeu. Elle n'était pas embarrassée, pas reconnaissante, ne s'excusait pas de prendre de la place. Pendant une seconde, les règles se tordirent, et personne ne sut quoi faire du silence. Mais Léo se reprit, son masque se remettant en place. « Oh, public difficile », plaisanta Théil. « Je suppose qu'on va devoir faire plus d'efforts pour que tu te sentes chez toi. » Il sauta de la table, les rires résonnant autour de lui, mais il y avait une pointe d'amertume maintenant. Un défi. La foule se détendit, soulagée qu'on lui dise comment réagir. La mentalité de troupeau revint en force. Des chuchotements suivirent Chloé alors qu'elle finissait son repas. Quand elle se leva et sortit de la cantine scolaire, les têtes se tournèrent, les yeux évaluants, certains impressionnés, la plupart méfiants, tous observant pour voir ce qu'elle ferait ensuite. Léo la regarda partir, la mâchoire serrée. Il avait utilisé la gentillesse comme une arme et retourné la foule contre elle sans lever la main. Mais elle avait refusé de se briser, refusé de se recroqueviller. Elle ne lui avait pas donné la satisfaction de l'humiliation. Pour Léo, c'était une insulte plus grande que n'importe quel acte de défi ouvert. Il se pencha vers ses amis, la voix basse et venimeuse. Elle craquera. Elle craque toujours. Mais au fond de lui, Léo ne pouvait s'empêcher de se demander qui était cette fille et comment elle pouvait rester si calme. Cette question, cependant, fut rapidement noyée par son propre empressement à faire ses preuves. Les couloirs du lycée Saint-Martin à l'intercours étaient des rivières de corps, les épaules se heurtant, les sacs à dos raclant les murs, le vacarme d'un millier de voix insouciantes rugissant au-dessus des casiers. Chloé se déplaçait dans la foule, son chemin droit et délibéré. Elle avait appris il y a longtemps que la meilleure façon de survivre était de devenir un point fixe dans une tempête en mouvement, inébranlable, sans hâte, intacte. Mais les prédateurs ne laissent jamais la proie fixer les règles. Léo l'observait du bout du couloir, la mâchoire crispée, les yeux plissés. Il sentait la piqûre du déjeuner de la veille, l'écho de son refus résonnant dans son crâne. Il s'éloigna de son groupe, leur rire se dissolvant derrière lui. La foule s'écarta à son passage. Les garçons lui faisaient place. Les filles faisaient semblant de ne pas regarder. Ils comprenaient tous comment fonctionnait la hiérarchie. Quoi que Léo veuille, le lycée Saint-Martin le lui donnait. Il combla la distance juste au moment où la sonnerie de fin d'heure retentit. Chloé passait devant la vitrine des trophées. Ses bras chargés de manuels, son visage composé. Il vira brusquement sur sa trajectoire, un accident si évident qu'il ne pouvait être qu'intentionnel, et heurta son épaule avec la sienne. L'impact envoya ses livres voler. Histoire, biologie, un cahier usé s'éparpillant sur le sol comme des débris après une tempête. Le couloir se figea, les têtes se tournèrent, les conversations s'interrompirent. Léo s'arrêta, croisa les bras et se tint au-dessus d'elle. Les coins de sa bouche se contractèrent vers le haut, mais ses yeux restèrent morts. Il voulait des larmes. Il voulait de la colère. Il voulait qu'elle se brise. Chloé s'arrêta le temps d'une seule respiration. Puis, avec un calme clinique, elle s'agenouilla et commença à ramasser ses livres un par un. Ses mains étaient stables. Son regard ne se leva jamais pour croiser le sien. Enzo Petit donna un coup de coude à un autre joueur de football. « Regarde-la. Elle ne pleure même pas. » La mâchoire de Léo se serra. Sa respiration devint superficielle, son cœur battant dans ses oreilles. Il perdait le contrôle du moment. Il le sentit lui échapper, et il détestait ce sentiment plus que tout au monde.
N'ose pas m'ignorer. Il s'agenouilla légèrement, son ombre tombant sur elle. Tu as les mains qui glissent ou quoi? Dit-il, la voix basse. Ou tu n'as juste pas l'habitude de porter des livres pour de vrais cours? Aucune réaction. Elle empila ses livres avec un soin délibéré, se releva et continua son chemin, sa dignité intacte, ses yeux ne le touchant jamais. La foule s'écarta pour elle comme si elle était radioactive. L'esprit de Léo bourdonnait de parasite. Derrière son masque froid, quelque chose de plus sombre se tordait. Il se souvint, des années plus tôt, en 4e, quand un garçon plus petit et plus faible avait refusé de quitter sa place dans le vestiaire du lycée. La colère de Léo avait éclaté. Il avait battu le garçon si violemment que celui-ci était resté dans le coma pendant des semaines. On disait que ça pourrait être permanent. Ses parents avaient fait jouer leur relation. Le directeur de son ancienne école avait enterré l'histoire, mais pas avant que Léo ne passe des mois en évaluation. Le diagnostic, trouble oppositionnel avec provocation, agressivité, volatilité, tolérance zéro pour le manque de respect. Son père était sorti en trompe du bureau du psychologue ce jour-là. Il n'est pas cassé, avait aboyé M. Martin. Il est juste fort. Le monde est trop mou. La famille Martin avait assez d'argent et de pouvoir pour que cela n'apparaisse pas sur son dossier. Au lycée Saint-Martin, personne n'en parlait jamais. Les professeurs ignoraient les chuchotements. Le proviseur classait les rapports dans un tiroir fermé à clé. Mais Léo se souvenait de tout. Il se souvenait de la facilité avec laquelle on pouvait craquer. Il se souvenait du regard dans les yeux de ce garçon. La peur. Puis plus rien du tout. Maintenant, debout dans le couloir étincelant du lycée Saint-Martin, il sentait la même chaleur monter sous sa peau. Ses doigts picotaient, ses muscles se contractaient. Il ne comprenait pas pourquoi cette fille ne voulait pas plier, ne voulait même pas le reconnaître. Cela le rendait furieux et effrayé. Il regarda Chloé disparaître au coin du couloir, la tête haute, ses pas réguliers. Il la détestait pour ça. Détestait la constance, le sang-froid. Détestait que la foule ait regardé et l'ait vue s'éloigner sans une égratignure. Il voulait frapper. Il voulait la faire se sentir petite, la faire saigner. Mais une autre voix, vieille et lourde, lui chuchota à l'oreille, « Si tu perds le contrôle, tu perds tout. Souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois. » Il serra les dents, la sueur perlant à ses tempes. Le monde se rétrécit jusqu'à n'être que Chloé, que son défi, son refus de reconnaître son pouvoir. Enzo s'approcha, les yeux fuyants. « Elle se croit meilleure que nous ou quoi ?» Léo ne répondit pas. Son regard était fixé sur la parcelle de sol vide où ses livres étaient tombés. Il s'éloigna d'un pas sec, la mâchoire serrée, la vieille démangeaison de la violence lui rongeant les os. Il ne savait pas comment s'arrêter. Il n'était pas sûr de le vouloir. Mais au fond de lui, sous la bravade, la peur serpentait. Il perdait son emprise, et c'était plus dangereux que tout le reste. Mais il ne savait pas que la prochaine fois, Chloé ne resterait pas silencieuse. La bibliothèque du lycée était censée être un sanctuaire, calme, ordonné, à l'abri du chaos qui régnait dans le reste du lycée Saint-Martin. Ici, le seul pouvoir appartenait au silence. Des étagères dominaient les box d'études. Le soleil de l'après-midi peignait tout d'un or discret. Chloé était assise seule dans un coin reculé, son attention concentrée sur le petit carnet relié en cuir qui ne la quittait jamais. Le stylo dans sa main bougeait avec intention. Elle copiait des lignes d'Épictète, esquissait de rapides diagrammes, notait des observations sur un monde qui avait rarement du sens, mais qui exigeait toujours qu'elle regarde, sans jamais scier. Des bruits de pas rompirent le calme, un murmure, puis une ondulation, puis le lourd shuffle d'une bravade forcée. Léo et ses ombres entrèrent bruyamment dans un lieu qui exigeait le silence, leurs baskets crissant sur le lino, les têtes se tournant même de l'autre côté des rayons. Certains élèves levèrent les yeux, virent l'intention dans le sourire narquois de Léo, et se replongèrent rapidement dans leurs livres. Personne ne voulait se mettre en travers de son chemin. Chloé ne leva pas les yeux. Léo fit un signe de tête à ses acolytes. Vous voyez, toujours en train d'écrire comme si elle avait quelque chose à cacher. Un garçon fit le tour derrière elle. Sans avertissement, sa main jaillit et arracha le carnet des doigts de Chloé. Elle se leva si brusquement que sa chaise grinça en reculant, le son tranchant à travers le silence. Pour la première fois, sa voix n'était pas douce, mais aiguisée comme de l'acier.
Rends-le-moi. Léo sourit, ouvrant le carnet, les yeux parcourant les pages, le front plissé. Pas de secret, pas de confession, juste des citations, des croquis et des diagrammes cryptiques. Il plissa les yeux, les lèvres se retroussant. Qu'est-ce que c'est que ça? Des notes sur comment paraître plus intelligente que tu ne le es? Il leva le carnet, invitant les autres à rire avec lui. Allez, Chloé. Quoi? Tu te crois meilleur que nous? T'es une sorte de génie infiltré? Il renifla, faisant passer le carnet d'une main à l'autre. Peut-être que si tu te concentrais sur ton intégration au lieu de prétendre être je ne sais quoi, tu n'aurais pas à t'asseoir seul. Chloé le fixa dans les yeux. Je n'ai pas besoin de prétendre, Léo. Et je n'ai pas besoin de ton approbation. Ces mots glissèrent dans l'espace entre eux. Glacé, précis. Les yeux de Léo se plissèrent. La voilà. L'attitude. Tu veux tellement être spécial, n'est-ce pas? Toujours à trimballer ça, en espérant que quelqu'un te le demande, en espérant qu'on t'applaudisse tous. Il feuilleta les pages. Le stoïcisme? S'il te plaît. Tu te prends pour une philosophe? Regarde-toi en face. Tu écris juste des trucs pour ne pas avoir à vivre ici avec nous autres. Il ricana, élevant la voix juste assez pour attirer l'attention. Regardez ça. Elle se croit au-dessus de nous. Une autre pseudo-intellectuelle. Il marqua une pause, la fixant. Personne n'y croit, Chloé. Surtout venant de toi. Il cracha le dernier mot, un rappel à peine voilé que, toi, signifiait, noir, le genre de micro-agression qui pique plus profondément que n'importe quelle insulte directe. Un frémissement traversa Chloé, mais elle tint bon. Elle s'avança, sa posture inflexible, sa voix encore plus froide. Je préfère être seule avec mes pensées que perdue dans une foule qui a besoin d'une cible juste pour se sentir puissante. Les élèves à portée de voix se figèrent, surpris par la férocité calme de son ton. Léo se moqua, mais sa confiance vacilla. Tu vois, déjà en colère. Je savais que ce masque finirait par se fissurer. Il regarda autour de lui, souriant à ses amis. Attention, les gars. Elle est sur le point de nous faire une crise de Angry Black Girl. Un souvenir traversa l'esprit de Chloé. Les mains stables de sa mère. L'odeur du café et de l'amidon. Une voix calme qui ne s'élevait jamais de colère. Quand le monde essaie de faire de toi une arme, souviens-toi que le pouvoir, c'est de choisir quand ne pas frapper. Sa mâchoire se serra, mais elle refusa de détourner le regard. Si être en colère signifie ne pas laisser les gens me marcher dessus, alors je suis heureuse de porter cette étiquette. Mais tu ne saurais pas à quoi ressemble la vraie force, Léo. Tu ne reconnais que la peur. Son visage se tordit. Tu veux le récupérer? Il balança le carnet au-dessus du bord d'un aquarium voisin. L'eau clapotait doucement contre le verre. Vas-y, dis s'il te plaît. Montre-nous cette humilité dont tu parles dans tes écrits. Chloé secoua la tête, ses yeux stables. Ce n'est pas moi qui ai besoin de supplier. Cela toucha une corde sensible. Pendant une fraction de seconde, le masque tomba. Les yeux de Léo, sombres et sauvages, brillèrent de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. Il craqua. Tu crois que ça a de la valeur? C'est de la merde, tout comme toi. Et avant que quiconque puisse bouger, il laissa tomber le carnet dans l'aquarium. L'encre se diffusa et saigna dans l'eau, les lignes se dissolvant, les mots se défaisant. Chloé sentit sa poitrine se serrer, une douleur physique et froide. Pendant un instant, elle ne vit pas seulement du papier ruiné, mais le dernier cadeau de sa mère lui échappait. L'humiliation, la colère, le chagrin, tout cela enfla, menaçant de déferler. Mais à travers tout cela, la voix de sa mère revint. Un soldat ne combat jamais lorsque la rage est aux commandes. Léo attendit qu'elle crie, qu'elle sanglote, qu'elle se jette sur lui. La foule attendait aussi, le souffle coupé, avide de spectacle. Chloé croisa son regard, son sang-froid glacial. Tu peux noyer un carnet, Léo. Mais tu ne toucheras jamais ce qu'il y a dans ma tête. Ces mots tranchèrent l'air, nets et inflexibles. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Léo, déstabilisé, laissa échapper un rire creux. Il se détourna en marmonnant, folle.
Tout ça pour un livre stupide. Alors que la sonnerie retentissait, elle redressa les épaules et se détourna de l'aquarium en ruine. Ses yeux avaient changé. Il n'observait plus seulement, mais évaluait, un stratège calculant le prochain coup. Léo avait déclaré la guerre. Chloé avait accepté. La fin de la journée peignait le campus d'un nord meurtri. Le ciel était maculé par l'épuisement d'une centaine de drames triviaux. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air vibrait de manière plus méchante, plus lourde. Chloé le sentit, la façon dont les regards la suivaient alors qu'elle se dirigeait vers la sortie. Le sac à dos lourd, les pas déterminés. La perte de la bibliothèque lui serrait le cœur, mais elle gardait la tête haute, refusant de porter la défaite dans sa posture. Un silence se fit. Léo se tenait avec sa bande au milieu de l'allée, les bras croisés, bloquant la sortie. La façon dont la foule s'écarta rendit clair que ce n'était pas un hasard. C'était du théâtre. Chacun connaissait son rôle. Les téléphones sortirent, les objectifs prêts, certains juste pour éviter d'être les prochains. Chloé ralentit, puis essaya de contourner Léo. Il se décala pour lui bloquer le passage, souriant narquoisement. « Tu vas quelque part ?» Sa voix était basse, venimeuse, calculée pour l'effet. Elle ne répondit pas, se contentant de regarder le béton, mesurant ses options. Le ricanement de Léo s'approfondit. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es trop bien pour me parler, ou tu es juste trop occupé à écrire dans ton petit carnet, hein ? Tu te crois meilleur que moi, n'est-ce pas ? » Il se pencha, le cercle se resserrant. « Laisse-moi te dire quelque chose, ma fille. Les gens comme toi n'ont pas le droit d'être spéciaux ici. Pas dans mon lycée. Tu te crois si intelligente, si parfaite, mais tout ce que je vois, c'est juste une autre vermine. » Il laissa l'insulte en suspens, acide, la défiant de réagir. Chloé essaya de bouger à nouveau, la mâchoire serrée, les muscles tendus par la retenue. Léo explosa. « Et, je te parle. » Sans avertissement, il leva le pied et le planta durement à l'arrière de son genou. La douleur fusa, blanche et brûlante, à travers la jambe de Chloé. Son équilibre disparut. Elle s'effondra en avant, les paumes raclant l'asphalte, son sac à dos tombant lourdement à côté d'elle. Pendant un instant, le monde fut un instantané silencieux. Son visage pressé contre le béton froid, ses cheveux épars, la foule figée. Au-dessus d'elle, Léo se tenait droit. Il la regarda avec le dédain d'un roi, et avec une malice délibérée, il amassa de la salive dans sa bouche et la lança vers le bas. Elle atterrit dans ses cheveux, collante sur sa joue. Un murmure écœuré parcourut les spectateurs. Personne ne bougea. Chloé se releva, le sang bourdonnant dans ses oreilles, l'humiliation piquant plus fort que la douleur. Elle pouvait sentir les regards, le plaisir, la peur, le frisson bon marché de voir quelqu'un de brisé. Sa gorge était serrée. Elle déglutit. Sa voix sortit rauque, froide, à peine au-dessus d'un murmure, mais assez nette pour que seul Léo l'entende. « Lâche !» Le mot détonna. Le visage de Léo se tordit, son sang-froid disparut. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Il se jeta sur elle. La rage le submergea. « Tu crois que tu peux me parler comme ça ?» Il donna un coup de pied violent, l'attrapant aux côtes, encore et encore. Chaque coup une question, une exigence, une crise de colère contre son défi. Le cercle recula, mais les téléphones continuaient de filmer. Des visages cachés derrière des écrans. Mais quelque chose dans l'entraînement de Chloé s'activa. Les mots de sa mère. Les exercices de son père. La mémoire musculaire prit le dessus. Elle se recroquevilla, absorba un coup de pied avec sa cuisse, puis roula, attrapant la cheville de Léo. D'un mouvement fluide, elle se tordit, plantant durement son coude dans son flanc. Il poussa un cri. Un vrai son, pas une performance. Elle se releva d'un bond. Ce n'était pas la bibliothèque. Elle n'était plus seule avec ses fantômes. Elle était une arme forgée dans une douleur silencieuse, affûtée par la discipline. Léo se reprit, du sang brillant sur sa lèvre. Il chargea, les poings en avant. Elle esquiva, se baissa, et d'un mouvement rapide comme l'éclair, elle lui frappa le menton avec la paume de sa main. Sa tête bascula en arrière, mais il revint à la charge, plus grand, plus sauvage. Il la plaqua. Elle pivota,
le frappant durement au nez. Un craquement, un éclair de rouge, un halètement de la foule. Ils étaient enfermés dans un rythme brutal. Sa fureur contre sa détermination, sa taille contre son habileté. Elle reçut un coup de poing à la joue, goûta le fer, mais resta debout. Il visa un autre coup de pied. Elle bloqua, enfonça un poing dans son ventre. Il trébucha. Elle était sur lui, non pour humilier, mais pour en finir. Ils roulèrent, se griffant, luttant, un flot de membres et de fureur. Chloé sentit sa peau se fendre, son arcade sourcilière s'ouvrir, du sang chaud coulant dans son œil. Le nez de Léo saignait abondamment. Il essaya de l'immobiliser, mais elle se libéra, lui assénant un coup de pied au genou. À ce moment-là, des voix criaient. Des élèves hurlaient, « Quelqu'un appelle un prof !» La foule s'écarta alors que des adultes se précipitaient, les séparant avec des mains frénétiques. « Arrêtez ! Ça suffit !» La poigne d'un professeur mordit le bras de Chloé. Un autre arracha Léo. Tous deux haletaient, ensanglantés, les yeux fous. Pendant une seconde suspendue, le monde retint son souffle. Chloé, la poitrine soulevée, le sang coulant chaud sur son visage, croisa le regard de Léo. Son expression avait changé. Pas de haine, pas de triomphe, juste une confusion brute et blessée. Et puis un son grave coupa le chaos. Des moteurs, bas, synchronisés, trop organisés pour le trafic de fin de journée. Le pouls de Chloé s'emballa. Pendant une fraction de seconde, le son lui serra le cœur. Un souvenir, quelque chose à moitié oublié, à moitié rêvé. Mais ça ne pouvait pas être ça. Pas ici, pas maintenant. Elle écarta la pensée, se forçant à respirer. Les séquelles de la violence persistent toujours plus longtemps que la foule. Chloé était assise sur le trottoir, juste à l'intérieur des grilles. La tête baissée, les cheveux mêlés de sang et de salive. Sa joue palpitait là où la chaussure de Léo l'avait frappée, ses paumes la brûlaient. Autour d'elle, le chaos se déroulait avec une cruauté familière. Des policiers criant pour rétablir l'ordre, des élèves chuchotant, les téléphones encore à moitié levés, espérant une dernière image choquante. Léo était assis, affalé, à quelques mètres de là. De la glace pressée contre son nez enflé, entouré de sa meute loyale. Son arrogance était maintenant fracturée, remplacée par une confusion bouillonnante et la piqûre amère d'avoir été défié. Des gyrophares bleus et rouges stroboscopiques illuminaient le crépuscule, peignant le béton de couleur fiévreuse. La première voiture de police freina brusquement. Deux agents en sortirent, examinèrent le désordre et se dirigèrent directement vers Léo. « Ça va, fiston ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Enzo Petit parla le premier. Elle est devenue folle. Elle l'a attaqué. Regardez son visage. Léo hocha la tête, en rajoutant. J'ai juste essayé de me défendre. C'est elle qui a commencé. Un policier acquiesça avec sympathie, griffonnant dans son carnet sans jeter un regard à Chloé. Pendant ce temps, Chloé restait assise tranquillement. Elle goûtait le cuivre, sentait la honte lui brûler la peau, mais ne fit aucun son. Quand l'autre agent se tourna enfin vers elle, son ton était brusque, dédaigneux. « Votre nom ? » Chloé Dubois. « Vous savez que vous avez de gros ennuis, n'est-ce pas ? L'agression est un délit grave. » Elle croisa son regard, sans ciller. Il détourna les yeux le premier. À quelques mètres de là, le proviseur Bernard apparut, la sueur perlant à ses tempes. Sa voix était stridente, plus désespérée que colérique. « Je veux les deux dans mon bureau maintenant. Ce genre de comportement est inacceptable. Vous m'entendez ?» Il agita un doigt tremblant entre Léo et Chloé, mais ses yeux ne cessaient de se tourner nerveusement vers l'entourage de Léo, comme s'il cherchait une approbation silencieuse. Mais l'air changea avant que Bernard ne puisse finir. Un grondement, bas, mécanique, discipliné, résonna au-delà des grilles de l'école. Les têtes se tournèrent alors que 3 SUV noirs entrèrent en formation sur le campus. Moteur ronronnant avec un calme prédateur. Ils s'arrêtèrent avec une précision d'horlogerie. Pas de plaque d'immatriculation. Le surveillant balbutia quelque chose dans sa radio, mais personne ne bougea pour les arrêter. Les portes s'ouvrirent dans un silence étrange. Du véhicule du milieu, un homme sortit. Il était grand, mesurant facilement plus d'1,90 m,
avec une peau de la couleur de l'acajou poli, des cheveux coupés ras et des yeux si calmes qu'il semblait figer le monde autour de lui. Il portait un costume bleu marine sur mesure, aux lignes impeccables, et une montre qui captait la lumière mourante comme une promesse. Mais ce n'était pas seulement son apparence. C'était la façon dont l'espace se courbait autour de lui, la façon dont chaque voix se taisait, la façon dont même les policiers oublièrent un instant ce qu'ils allaient dire. Il ne marchait pas tant qu'il ne commandait le sol sous ses pieds. Il passa devant les deux premiers policiers comme s'ils n'étaient pas là. L'un d'eux se redressa instinctivement, ne sachant pas pourquoi il se sentait obligé de le faire. Il ne jeta même pas un regard à M. Bernard, qui ouvrit la bouche pour parler, mais s'étouffa avec ses propres mots. Il s'arrêta devant Chloé, s'agenouilla et inspecta ses blessures avec la précision de quelqu'un qui avait passé des années à prendre des décisions de vie ou de mort. Ses mains étaient stables, douces, cliniques, son expression illisible. Pendant un battement de cœur, Chloé oublia la foule, la douleur, l'humiliation. Elle ne vit que son père, non pas comme l'ombre sévère qui passait plus de temps dans les aéroports qu'à la maison, mais comme une présence qui remplissait chaque espace d'une certitude inébranlable. Les larmes qu'elle avait retenues pendant des heures finirent par l'emporter. Elles coulèrent, chaudes et silencieuses, striant la saleté sur ses joues. « Papa » murmura-t-elle, la voix brisée. Le visage de Stéphane ne changea pas, mais sa main trouva son dos. Solide, rassurante. Il posa sa paume là, son pouce traçant de petits cercles silencieux. Pas de mots, juste une présence. « Je suis désolée » s'étouffa-t-elle, honteuse de pleurer devant tout le monde. « J'ai essayé. » Il la coupa doucement, la voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « Tu n'as rien fait de mal. Tu as tenu bon. » Son ton était calme, mais sa mâchoire se contractait de colère qu'il refusait de montrer. Il essuya le sang de son sourcil avec un mouchoir, un monogramme blanc impeccable. Elle vit les callosités sur ses doigts, la force de son poignet, et pendant un instant, elle eut de nouveau 5 ans, en sécurité dans le creux de son bras. Derrière eux, les murmures grandissaient. « Qui est-ce » demanda quelqu'un. « Pourquoi sont-ils là » Les policiers se tournèrent vers M. Bernard, mais le proviseur était sans voix. Stéphane aida Chloé à se relever avec aisance. Il la stabilisa, puis se redressa. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il reconnut le monde qui les entourait. Il se tourna vers le proviseur et la police, sa présence dégageant une gravité qui ne laissait aucune place à la discussion. « Êtes-vous le responsable ici » Sa voix était profonde, mesurée. Une question qui n'en était pas une. M. Bernard hocha la tête, la gorge nouée. « Oui. Oui, monsieur. » Le proviseur Bernard. Stéphane le considéra avec un regard qui fit rétrécir l'homme. Il jeta un coup d'œil à Léo, qui berçait maintenant son visage enflé, les yeux écarquillés d'une nouvelle incertitude. La voix de Stéphane était plus froide. « Appelez les parents de ce garçon maintenant. Et que les choses soient claires. Je suis au courant de la culture de cette école depuis un certain temps. Je ne laisserai pas cette affaire être étouffée. » Personne ne discuta. Ni la police, ni M. Bernard, ni même le père de Léo, qui arrivait maintenant au bord de la foule, son visage blêmissant en découvrant la scène. La cour retint son souffle, la balance du pouvoir basculant par un homme que personne ne pouvait situer, mais que nul n'osait défier. Chloé s'accrocha aux côtés de son père, la honte luttant avec le soulagement. Il lui serra l'épaule, ses yeux s'adoucissant brièvement, un regret vacillant, comme s'il s'excusait silencieusement pour chaque jour où il n'avait pas été là pour la protéger. Stéphane hocha la tête une fois, comme pour faire une promesse silencieuse, puis, sous les yeux de tous, il se tourna vers M. Bernard et les policiers. Le monde attendait la justice. L'air dans le bureau du proviseur était lourd, épais de tension et de l'odeur de privilège. Le bureau de M. Bernard était une fine barrière entre des mondes opposés. Chloé et son père d'un côté, Léo et son père de l'autre, avec M. Bernard lui-même pris au milieu, se recroquevillant dans son fauteuil. Chloé était assise les épaules droites, le plus léger tremblement de ses doigts trahissant ce qu'elle avait enduré. Léo était avachi dans une chaise, le visage contusionné, le nez bandé, sa bravade s'échappant sous les néons. Il jetait des regards furtifs à la porte, à son père, à Stéphane. Chacun plus nerveux que le précédent. M.
Martin fit irruption avec toute la force d'un homme à qui on n'avait jamais rien refusé. C'est scandaleux, beugla Théil, sa voix résonnant sur les murs. Mon fils a été agressé. Regardez-le. Je vais poursuivre cette école. Je vais porter plainte. Il s'arrêta net. Le grand homme noir au costume impeccable ne leva même pas les yeux au début. Il plongea simplement la main dans sa poche de poitrine, en retira une carte et la posa face cachée sur le bois poli. M. Bernard, en sueur sous son col, la ramassa. La couleur quitta son visage alors qu'il lisait le nom à voix haute, à peine plus qu'un murmure. Général Stéphane Dubois, commandement des opérations spéciales des États-Unis. Un silence de mort se répandit. Les mots semblaient déformer l'air, modifier la gravité. Même Léo se redressa, comme contraint. M. Martin blêmit, la menace dans ses yeux vacillant vers la peur. Général Dubois, Stéphane croisa enfin son regard, ses yeux de pierre. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. L'insigne sur la carte, la certitude tranquille de sa posture, en disait long. La bravade de M. Martin vacilla. Écoutez, il y a clairement eu un malentendu. Le visage de mon garçon, il est une victime ici. La voix de Stéphane, quand elle vint, était de glace. Votre fils a attaqué ma fille sur le terrain de l'école à cause de la couleur de sa peau. Ce n'est pas un malentendu. C'est un schéma, que cette école a permis pendant des années. M. Bernard, désespéré de reprendre le contrôle, chercha ses mots. Monsieur, si nous pouvions juste, Stéphane leva une main. Assez. Le commandement dans ce seul mot fit taire M. Bernard comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche silencieuse de son âme. Léo fixait ses chaussures, la mâchoire serrée. M. Martin, les mains tremblantes, tenta un nouvel angle. Général, j'ai toujours soutenu l'école. Les contrats de notre entreprise. Nous pouvons sûrement être raisonnables. Pour la première fois, les yeux de Stéphane brillèrent d'un avertissement ouvert. Suggérez-vous que votre argent vous achète l'impunité, monsieur Martin? Un frisson parcourut la pièce. La confiance de M. Martin s'effondra. Il se tourna vers son fils avec une panique à peine voilée, sifflant entre ses dents. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Sais-tu avec qui tu viens de chercher la bagarre? Les Dubois écrivent pratiquement les règles des contrats de défense de cet État. Idiot. Léo se recroquevilla, son monde s'effondrant. Le pouvoir en lequel il avait toujours eu confiance, l'argent de son père, le nom de sa famille, ne signifiait rien face à une véritable autorité. Stéphane se pencha en avant, la voix basse et mortelle. Vous avez passé des années à construire des murs pour votre garçon. Des murs qui l'ont tenu à l'écart des conséquences, qui lui ont permis de blesser les autres, confiant qu'il s'en tirerait toujours. Cela s'arrête maintenant. Il se tourna vers M. Bernard, qui s'agitait, les yeux passant d'un homme à l'autre. Je surveille la culture au lycée Saint-Martin depuis des mois. Ma fille méritait d'essayer de vivre comme une élève, pas comme un cas d'école. Vous avez échoué à la protéger. Pire, vous avez permis à ce schéma de se poursuivre pour d'autres. La voix de M. Bernard tremblait. Général Dubois, nous avons des règlements. Les règlements ne signifient rien sans courage, coupa Stéphane. Et votre silence vous a rendu complice. M. Martin essaya une dernière fois, désespéré, presque suppliant. Général, nous pouvons sûrement résoudre cela. Les enfants, parfois les choses dérapent. Votre fils a craché sur ma fille alors qu'elle était à terre, dit Stéphane. Chaque syllabe précise et impitoyable. Ce ne sont pas des enfants qui font des bêtises. C'est de la haine. Et c'est arrivé sous votre surveillance, proviseur Bernard. C'est arrivé grâce à votre argent, monsieur Martin. Le visage de Léo devint rouge de honte. Il ne pouvait croiser le regard de personne, surtout pas celui de son père. Chloé observait, la douleur dans son corps éclipsée par l'étrange satisfaction de voir le vieil ordre enfin trembler. Stéphane se leva, laissant le silence s'étirer. À partir de maintenant, il y aura des conséquences, non seulement pour votre fils, mais pour tous ceux qui ont aidé à étouffer l'affaire.
Je ne laisserai pas cette histoire être une autre affaire enterrée au nom de la réputation ou du profit. Il se tourna vers Chloé, sa voix plus douce, la fierté scintillant sous l'acier. Tu as tenu bon quand le système ne le voulait pas. C'est ça qui compte. Puis, avec un dernier regard sur les hommes qui avaient contrôlé le destin de tant de personnes, Stéphane rendit son verdict tranquille. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice, attendue depuis longtemps. Le bureau du proviseur, habituellement une chambre de discipline mesquine et d'avertissement vide, ressemblait maintenant à une salle d'audience. Jugement rendu. Personne n'en sortit indemne. Le monde de Léo, la forteresse de privilèges blancs et d'invincibilité, s'effrita alors qu'il regardait son père, un homme toujours en contrôle, supplier la pitié d'un général noir. Et pour la première fois, Chloé le vit aussi. Léo n'était pas seulement une brute. Il était un produit, une arme forgée et déchaînée par le système même qui brûlait maintenant autour de lui. Il ne fallut pas longtemps pour que les secousses commencent. Au lever du soleil le lendemain, la ville tranquille de Saint-Martin-du-Lac n'était plus tranquille. Des appels étaient passés, urgents, codés et empreints de panique. Le nom de Stéphane Dubois s'était répandu dans tous les coins du système local comme un courant électrique, à travers le commissariat, le conseil d'administration de l'école, même le bureau du maire. Et puis vint la phrase que personne à Saint-Martin-du-Lac n'avait jamais entendue auparavant, unité de garde-fous. Ce n'était pas une équipe de soldats. C'était quelque chose de plus froid, de plus chirurgical. Des avocats, des enquêteurs, des analystes, chacun issu de la surveillance fédérale ou militaire, arrivant dans des berlines noires avec des dossiers, pas des fusils. Leur but était simple, enquêter sur les fautes de haine impliquant les dépendants du personnel des forces armées américaines. Le lycée Saint-Martin n'était plus une école. C'était une scène de crime habillée de casiers et de bannières. Au commissariat, le chef Warren faisait les 100 pas dans son bureau, les doigts tambourinant sur le bureau. À peine 12 heures plus tôt, il était confiant, prêt à porter plainte contre la nouvelle fille agressive qui avait agressé un élève respecté. Son projet de rapport était toujours ouvert sur son écran. Maintenant, 2 hommes en costume, calmes, polis, inflexibles, étaient assis en face de lui. L'un posa un épais dossier sur le bureau, intitulé « Division de surveillance garde-fou ». L'autre parla le premier. « Chef Warren, vous avez déposé une intention initiale d'inculper mademoiselle Dubois pour agression. » « Oui. » « En attente d'enquête. » La voix de l'homme était douce mais portait l'autorité. « Vous êtes conscient qu'elle est la dépendante d'un officier de haut rang au sein du commandement des opérations spéciales des États-Unis. » Warren hésita. « J'en ai été informé. » « Oui. » « Alors vous savez aussi que toute partialité potentielle dans l'application de la loi locale déclenchera une surveillance fédérale. Nous aurons besoin de vos rapports, de vos images de caméras piétons, et de toutes les communications entre votre service et l'école. Immédiatement. Le chef déglutit difficilement. Vous insinuez que ce service a agi de manière inappropriée. Non, répondit l'homme en se penchant en avant. Nous n'insinuons pas, nous confirmons. Le silence qui suivit fut suffocant. Moins d'une heure plus tard, l'intention d'inculper Chloé Dubois fut discrètement retirée. Pas de communiqué de presse, pas de déclaration, juste une ligne rouge à travers son nom dans le système interne. Au bureau du conseil d'administration de l'école, la panique avait pris une forme différente, celle d'une autopréservation frénétique. La salle de réunion bourdonnait de chuchotements alors que les membres entraient, serrant des dossiers, les yeux écarquillés d'incrédulité. Au mur, une télévision en sourdine diffusait un teaser des informations locales. Violence au lycée Saint-Martin. Enquête en cours. Le proviseur Bernard était assis au bout de la longue table, pâle et tremblant. Il ressemblait à un homme regardant le sol s'ouvrir sous ses pieds. Le surintendant ajusta sa cravate, la sueur assombrissant son col. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, il ne s'agit pas seulement d'une altercation. Nous avons des enquêteurs fédéraux qui citent une faute raciale systémique. Ils appellent ça un schéma. Ils ont utilisé le mot schéma, un murmure collectif, quelqu'un haleta doucement. Ils veulent chaque dossier disciplinaire des 5 dernières années. Chaque plainte, chaque rapport ignoré, chaque nom. Il regarda directement M. Bernard. Cela vous inclut. La gorge de M. Bernard se serra. Il pouvait encore voir les yeux de Stéphane Dubois de la veille. Stable, froid, absolu.
Ce n'était pas de la colère. C'était du pouvoir avec une direction. Nous ne pouvons pas nous permettre un scandale, dit un autre membre du conseil. Nous suspendons Léo Martin indéfiniment, publions une déclaration condamnant la violence et coopérons pleinement. Si nous paraissons transparents, peut-être, juste peut-être, nous survivrons. M. Bernard hocha faiblement la tête. Et qu'en est-il des dons de M. Martin, de ses contrats? Le surintendant jeta un coup d'œil vers la fenêtre où les journalistes se rassemblaient déjà à l'extérieur. Ils sont déjà en cours d'examen. Le ministère de la Défense a gelé son contrat principal ce matin. Ils ont appelé ça un audit de conformité. M. Bernard ferma les yeux. Tout avait commencé. De l'autre côté de la ville, dans un bureau au mur de verre perché au-dessus d'un chantier de construction, M. Martin se tenait au bord de son empire et sentit les premières fissures le parcourir. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Ligne gouvernementale, sous-traitant, journaliste. Chaque appel portait la même destruction polie. M. Martin, nous sommes désolés. Le ministère de la Défense a émis un gel sur tous les bons de commande en attente. M. Martin, on nous a conseillé de suspendre les paiements jusqu'à la fin de l'examen. M. Martin, ils disent que votre fils a été impliqué dans... Il raccrocha avant qu'il ne puisse finir. À travers la vitre teintée, il pouvait voir le drapeau de l'entreprise flotter au-dessus de la cour. Martin Défense Technologies. Il avait tenu pendant 40 ans. L'héritage de son père, l'œuvre de sa vie, tout cela défait par un moment d'arrogance, et un garçon qui pensait pouvoir agir sans conséquence. Il agrippa le bord de son bureau, les jointures blanchissant. « Je vais arranger ça », murmura-t-il, bien que même lui n'y crût pas. Pendant ce temps, Chloé était assise sur le porche de la maison des Dubois, enveloppée dans une couverture, regardant l'aube s'étendre finement sur la rue calme. Ses bleus avaient commencé à s'estomper, mais pas ses pensées. Son père se tenait à côté d'elle, le téléphone collé à l'oreille, la voix basse mais inébranlable. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. Chaque mot qu'il prononçait voyageait à travers des réseaux d'influence, mettant en marche des engrenages qu'elle ne pouvait pas entièrement voir. Quand il termina l'appel, elle leva les yeux. « C'est fini ?» Stéphane expira lentement, les yeux fixés sur l'horizon. « Non, ça commence. » Il s'assit à côté d'elle. La lumière du matin attrapant l'argent à ses tempes. « Il y a quelque chose que tu dois comprendre, Chloé. La justice dans ce pays ne tombe pas du ciel. Elle doit être imposée par ceux qui sont assez forts pour la tenir. » Elle hocha la tête, absorbant chaque syllabe. Pour la première fois, elle le vit vraiment, non seulement comme son père, mais comme l'homme devant qui le monde s'inclinait quand il ne parvenait pas à écouter. Au loin, les sirènes qu'il avait autrefois réconfortées sonnaient maintenant différemment, comme les échos d'un système tremblant sous son propre poids. Les présentateurs de nouvelles prononçaient les mots comme s'ils étaient ordinaires. L'entrepreneur de la Défense Martin Défense Technologies sous examen suite à des allégations de faute raciale au lycée Saint-Martin. Mais pour ceux qui connaissaient la vérité, ce n'était pas seulement un examen. C'était une gomme. Léo Martin n'avait pas seulement perdu sa place à l'école. Il avait brisé l'empire qui le protégeait. Une semaine plus tard, les couloirs du lycée Saint-Martin semblaient plus calmes, mais pas plus gentils. Léo était parti. Son casier était vide. La plaque nominative décollée, ne laissant que le faible contour de son héritage. L'air aurait dû être plus léger, mais ce n'était pas le cas. Le silence qui remplaçait ses rires n'était pas la paix. C'était de la surveillance. Chloé le sentait chaque fois qu'elle passait devant les foules. Le chuchotement qui s'arrêtait trop vite. Les sourires qui n'atteignaient pas les yeux. La chaise vide à côté d'elle que personne n'osait remplir. Elle avait survécu à la tempête, mais ce qui venait après était plus froid, plus aiguisé. Ils ne criaient plus de noms ou d'insultes. Ils n'en avaient pas besoin. Leur silence était coordonné, leurs regards armés. Elle était devenue un fantôme qu'il refusait de reconnaître. Trop dangereuse pour se moquer, trop souillée pour être amie. En cours de français, quand elle levait la main, le professeur hésitait une fraction de seconde avant de l'interroger. À la cantine, les plateaux claquaient quand elle entrait. Les conversations se déplaçaient ailleurs. Sa victoire l'avait rendue intouchable et complètement seule.
Le mercredi, la première rumeur commença à se répandre. Elle commença petit, chuchotée dans les conversations de groupe et les vestiaires. Tu sais, elle l'a planifié, n'est-ce pas? Son père est un gros bonnet de l'armée. Il a probablement piégé Léo. Ouais, j'ai entendu dire qu'il a menacé l'école. Il a dit qu'il la fermerait s'il ne prenait pas son parti. Léo ne l'a même pas frappé en premier. C'est elle qui l'a attaqué. C'est partout sur TikTok. Va voir. Chloé entendit tout sans avoir besoin de demander. Les mensonges avaient leur propre volume. Plus fort que la vérité, plus silencieux que la preuve. Le vendredi, c'était partout. Quelqu'un avait posté une vidéo montée du combat, coupée juste avant le premier coup de pied de Léo, ne montrant que sa contre-attaque. La légende disait, quand la fille du général veut une bourse. Le clip accumula des milliers de vues en une nuit. Les commentaires affluèrent, imprégnés de venin déguisé en scepticisme. Bien sûr, le système la protège. Ça doit être bien d'avoir le gouvernement pour nettoyer tes conneries. Elle a joué la victime pour ruiner une famille blanche. Classique. Même les professeurs commencèrent à éviter son regard. Personne ne disait rien ouvertement, mais tout le monde savait quelque chose, ou pensait le savoir. Chloé était assise sous les gradins pendant le déjeuner, faisant défiler la tempête de demi-vérité. Son reflet scintillait faiblement sur l'écran fissuré de son téléphone. Des yeux sombres cernés de fatigue, une expression illisible. Elle avait enduré les coups, l'humiliation et le mépris public. Mais ça, c'était différent. C'était une guerre invisible. L'ennemi n'était plus un garçon avec du pouvoir. C'était la volonté de chacun de croire le pire d'elle parce que c'était plus facile que de se remettre en question. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle éteignait son téléphone. Le silence sous les gradins était lourd, presque suffocant. Pour la première fois, elle se demanda si gagner en avait valu le coup. Une voix interrompit ses pensées. Et elle leva les yeux. C'était Manon Leroy, l'une des rares autres élèves noires du lycée Saint-Martin. Elle se tenait maladroitement, serrant son plateau repas. « Ça te dérange si je m'assois » Chloé hocha la tête. Le silence entre elles s'étira avant que Manon ne reprenne la parole, son ton bas. « Ils ont peur de toi. » La lèvre de Chloé se retroussa légèrement. « Peur ? Ils me détestent. » C'est la même chose ici, dit Manon. Quand ils ne peuvent pas te faire de mal, ils font comme si tu n'existais pas. Elle piqua sa nourriture. J'ai déjà vu ça. Ils vont déformer la réalité jusqu'à ce que tu deviennes la méchante. Ça les aide à dormir la nuit. Chloé expira. Ils pensent que mon père a fait ça pour moi. C'est le cas ? Demanda Manon prudemment. Chloé secoua la tête. Il leur a donné une chance d'être décents. Ils ont refusé. Manon hocha lentement la tête. Alors ils ne te pardonneront jamais de l'avoir prouvé. Pendant un instant, les deux filles restèrent assises dans le calme étrange d'une vérité partagée. Puis la sonnerie retentit et l'illusion de solidarité se brisa aussi vite qu'elle s'était formée. Au moment où Chloé leva les yeux, Manon était partie. Cette nuit-là, Chloé s'attarda près de la fenêtre pendant que son père parlait doucement dans son bureau. Sa voix, profonde et délibérée, traversait les murs fins, des mots mesurés qui sonnaient comme des ordres, même quand ils n'en étaient pas. Quand il sortit, elle se tourna vers lui. Ils disent que j'ai tout manigancé. Stéphane marqua une pause, étudiant son expression. Crois-tu que tu dois te défendre contre des mensonges ? Je ne devrais pas avoir à le faire, dit-elle, la colère s'insinuant dans son ton. Mais ils réécrivent tout, papa. Ils me transforment en ce qu'ils veulent voir. Il hocha lentement la tête. Ils le feront toujours. Le pouvoir ne meurt jamais tranquillement, Chloé. Il change de forme. Au moment où tu l'as exposé, il a changé de forme. Il posa une main sur son épaule. C'est ainsi que les systèmes se protègent. Quand ils perdent une arme, ils créent un fantôme. Sa gorge se serra. Alors qu'est-ce que je suis censé faire ? Il croisa son regard. Continuez à te tenir droite. C'est la partie qu'ils ne peuvent pas réécrire. Le lundi matin apporta un nouveau graffiti sur son casier. Juste 3 mots écrits au marqueur noir. L'arme de papa.
Elle le fixa, immobile. La foule attendait sa réaction. Les téléphones à moitié levés, prêts à enregistrer le prochain chapitre du spectacle. Au lieu de cela, elle ouvrit calmement le casier, essuya les mots avec sa manche et s'éloigna sans un bruit. À l'intérieur, cependant, son pouls battait la chamade. Le message n'était pas aléatoire. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était organisé. Un signal que quelqu'un maintenait la haine en vie. Parce que la haine ne disparaissait jamais au lycée Saint-Martin. Elle changeait simplement d'hôte. La nuit était assez froide pour piquer. Les rues de Saint-Martin-du-Lac, habituellement pleines d'adolescents riant trop fort ou de moteurs grondant au feu rouge, étaient devenues silencieuses. La ville semblait vide, comme si elle retenait son souffle, attendant quelque chose qui ne viendrait jamais. Chloé resserra sa capuche en sortant du petit supermarché du coin. L'enseigne au néon au-dessus clignotait d'un bleu mourant. Dans ses bras, un seul sac, du pain, du lait et quelques boîtes de conserve. Des choses simples, des choses calmes. Elle apprenait à vivre à nouveau dans le silence. Les portes automatiques se refermèrent derrière elle. C'est alors qu'elle l'entendit. Une voix. Basse, cassée, presque méconnaissable. Chloé. Elle se tourna. Léo se tenait sous le lampadaire, à moitié dans l'ombre. Il ne ressemblait pas au Léo dont elle se souvenait, celui qui régnait sur les couloirs comme s'ils étaient sa scène. Son blouson de l'équipe avait disparu. Ses cheveux tombaient, mous, gras. Les cernes sous ses yeux ressemblaient à des ecchymoses. Il était plus mince. Sa mâchoire tendue par des nuits sans sommeil. Pendant un instant, elle faillit ne pas le reconnaître. Il s'approcha, les mains levées. Pas menaçant, juste désespéré. « S'il te plaît, ne t'en va pas. » L'expression de Chloé se durcit. « Tu ne devrais pas être là. »« Je sais. » Sa voix se cassa. Mais je ne savais pas où aller d'autre. Elle ne dit rien. Le parking autour d'eux était vide. Sauf pour le bourdonnement de la lumière fluorescente et le doux ronronnement d'un distributeur automatique. Léo fit un autre pas, son souffle visible dans l'air froid. « Tu crois que je ne sais pas ce que j'ai fait ? Tu crois que je ne le vois pas chaque fois que je ferme les yeux ?» La prise de Chloé se resserra sur son sac de course. « Ne fais pas ça, dit-elle doucement. N'essaie pas de faire de ça une question de culpabilité. Tu n'as pas le droit de réécrire ce que tu as fait. » Il tressaillit, la honte et la panique vacillant sur son visage. « Je ne demande pas le pardon. » Sa voix tremblait. « J'ai juste besoin que tu lui parles. À ton père. Dis-lui d'arrêter, s'il te plaît. » Le front de Chloé se plissa. « D'arrêter quoi ?» La voix de Léo se brisa en un murmure. « Tout. Les audits, les contrats, les enquêtes. Il nous détruit. Mon père est en train de tout perdre. Notre entreprise, la maison, tout. Il dit que c'est de ma faute. Il a dit que si ça ne s'arrêtait pas bientôt, Léo déglutit difficilement, détournant les yeux. Il s'assurera que je ne vive pas pour le voir. » Les mots restèrent suspendus entre eux, gelés dans l'air nocturne. Chloé l'étudia. Le garçon qui lui avait autrefois craché dessus se tenait maintenant en tremblant, se tenant à peine debout. Il n'y avait plus de fierté. Pas de cruauté, juste de la peur. « La colère de ton père n'est pas ma responsabilité, dit-elle. Il s'approcha, la voix s'effilochant. « Tu ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait. Tout était pour lui. Je voulais juste qu'il me voie, qu'il soit fier de moi pour une fois. » Il passa une main tremblante dans ses cheveux, riant amèrement. « Tu crois que je voulais être comme ça ? Tu crois que j'aimais faire du mal aux gens ? Mon père, il m'a appris que la force signifiait le contrôle. Qu'il fallait que les gens te craignent ou ils te marcheraient dessus. Je pensais que c'était ça, être un homme. » L'estomac de Chloé se tordit, non pas de sympathie, mais de reconnaissance, le genre de dégâts qui commence bien avant que le premier coup ne soit jamais porté. La voix de Léo s'enfla. « Chaque fois que je te regardais, je voyais quelqu'un qui n'avait pas peur, et ça me faisait te détester parce que tu étais tout ce que je n'étais pas. Tu n'avais besoin de personne pour te dire qui tu étais. » Il croisa son regard, des larmes se formant au coin de ses yeux. « S'il te plaît, dis-lui juste d'arrêter. Mon père.
Il perd la tête. S'il tombe, il m'entraîne avec lui. La respiration de Chloé devint lente et mesurée. Le son d'une voiture lointaine résonna dans la rue vide. Elle parla enfin. Tu veux que je répare le désordre que toi et ton père avez créé? Léo secoua violemment la tête. Non, je suis désolé. D'accord. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Les mots, la bagarre, la façon dont je t'ai craché dessus. La voix de Chloé était stable, mais les mots tranchèrent l'air comme du verre. Il se figea. Elle fit un pas vers lui, son regard inflexible. Tu m'as humilié devant tout le lycée. Tu pensais que le pouvoir était quelque chose que tu pouvais me prendre avec un coup de pied, un mot, une foule. Mais il a disparu maintenant, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il reste, c'est toi. Les lèvres de Léo s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Tu n'as pas besoin de mon père pour te détruire, Léo, continua-t-elle. Tu l'as déjà fait toi-même. Il la fixa, la poitrine soulevée, comme s'il cherchait quelque chose à quoi s'accrocher, un lambeau de pitié. Mais il n'y en avait pas. Chloé le regarda vraiment, et vit ce qu'il était devenu. Pas un monstre, pas un méchant, juste un garçon vide, moulé par un homme cruel, qui se brisait maintenant sous le poids du système même qu'il avait autrefois protégé. La pitié qui vacilla dans sa poitrine la surprit. Ce n'était pas du pardon. C'était de la compréhension, et ça faisait plus mal que la haine n'aurait jamais pu le faire. Elle expira doucement. Tu aurais dû y penser avant de me cracher au visage. Ces mots tombèrent avec la finalité d'un coup de marteau. Les épaules de Léo s'affaissèrent. Il avait l'air plus petit maintenant, comme un enfant qui s'était aventuré trop loin dans une tempête. Chloé se détourna. Les portes automatiques derrière elle sifflèrent en s'ouvrant à nouveau, déversant une lumière fluorescente sur le parking pendant un battement de cœur. Elle faillit se retourner. Presque. Mais elle ne le fit pas. Rentre chez toi, Léo, dit-elle sans le regarder. Si tu en as encore un. Elle entra dans la lumière, le laissant seul sous l'enseigne clignotante. La nuit l'avala tout entier. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Puis, lentement, il tomba à genoux sur le pavé fissuré, le son de ses propres sanglots se brisant contre le bourdonnement des lampadaires. La maison était silencieuse cette nuit-là. Trop silencieuse. Le genre de silence qui ne réconforte pas mais interroge. Chloé était assise à la table de la salle à manger. Le doux ronronnement du réfrigérateur remplissant l'espace entre les pensées. Les courses qu'elle avait faites plus tôt étaient toujours sur le comptoir, intactes. Ses mains étaient jointes, mais son esprit était agité, rejouant la voix tremblante, les yeux vides. Le mot « s'il te plaît » d'un garçon qui lui avait autrefois craché au visage. Le bruit d'une porte se fermant brusquement rompit ses pensées. Stéphane Dubois sortit de son bureau. Toujours en pantalon d'uniforme et chemise repassée. Les manches soigneusement retroussées jusqu'au coude. La faible odeur de café et de papier s'accrochait à lui. Il s'arrêta sur le seuil, étudiant sa fille en silence avant de parler. « Tu n'as pas mangé. » La voix de Chloé était basse, presque lointaine. « Je n'avais pas faim. » Il fit quelques pas de plus, ses bottes douces sur le parquet. « Alors quelque chose te tracasse. » Elle leva les yeux, le regard sombre. « J'ai vu Léo ce soir. » Cela attira son attention. Sa posture se raidit très légèrement. « Où ?»« Devant le supermarché, dit-elle, son ton stable mais lourd. » Il était différent. Pas en colère, pas cruel, juste effrayé. Stéphane resta silencieux, attendant. Le regard de Chloé dériva vers la fenêtre où la nuit se pressait contre la vitre. « Il m'a supplié de te demander d'arrêter, a dit que son père perdait tout, qu'il allait le détruire. » Elle hésita. « C'est ce que tu fais, papa? Tu vas vraiment les ruiner? » Stéphane expira lentement, puis passa de l'autre côté de la table. Il ne s'assit pas immédiatement. Il versa 2 verres d'eau, en plaça un devant elle et prit l'autre pour lui-même. Puis, doucement, il dit « Assieds-toi avec moi. » Chloé le fit. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. L'horloge au mur battait régulièrement, comptant le temps comme un métronome pour des vérités qui ne pouvaient être précipitées. Quand il parla enfin, sa voix était profonde et délibérée. « Il y a quelque chose que tu dois comprendre, Chloé.
ce qui se passe n'est pas de la vengeance. Elle fronça les sourcils. De l'extérieur, on dirait que si. Je sais, dit-il. Mais les apparences et la vérité sont rarement les mêmes. Il se pencha en arrière. Les yeux fixés quelque part au-delà de la pièce. Dans mon métier, nous avons ce qu'on appelle le code. Il n'est pas écrit. Tu ne le trouveras pas dans les manuels, mais tout commandant digne de ce nom l'apprend. C'est simple. Tu ne frappes jamais par colère. La colère obscurcit la précision. La justice, dit-il en tapotant la table du doigt, exige de la clarté. Chloé l'étudia. Alors comment appelles-tu ça? Les audits, les enquêtes, la façon dont tout s'effondre autour d'eux. L'expression de Stéphane ne changea pas. L'équilibre. Elle cligna des yeux. L'équilibre? La justice n'est pas un sentiment, Chloé. C'est l'univers qui corrige sa propre équation. Sa voix s'adoucit. Mais elle ne perdit pas son tranchant. Pendant des années, la famille Martin a bâti sa fortune sur l'influence, sur la peur, sur un système qui récompensait les plus bruyants, pas les justes. Ils ont prospéré au sein d'un ordre qui les protégeait aux dépens de tous les autres. Je n'ai pas créé ce déséquilibre. J'ai simplement cessé de le soutenir. Il la regarda, son regard stable et inflexible. Tu ne peux pas appeler ça de la vengeance quand le poids bascule enfin là où il doit être. Chloé resta assise, immobile, traitant la gravité de ses paroles. Alors, tu ne fais rien? Stéphane esquissa un léger sourire. Non, je fais exactement ce que j'ai toujours fait. Mon devoir. La différence, c'est que maintenant, le système fait aussi sa part. Elle pouvait voir la fatigue dans ses yeux maintenant. Pas de la fatigue physique, mais celle qui venait de décennies de guerre, visible et invisible. Le genre d'homme qui avait vu le coup de la pitié et de la colère. Il continua, la voix basse mais portant une autorité qui remplissait la pièce. Tu m'as demandé si je les ruinais. Non. Ils font face aux conséquences de leur propre arrogance. Je n'ai pas pris leur contrat. Je n'ai pas dit à leur fils de haïr. Je n'ai pas construit leur empire sur du sable. J'ai juste fait en sorte que la marée monte. La gorge de Chloé se serra. Mais Léo, il avait l'air brisé. Stéphane finit pour elle. Elle hocha la tête. Les yeux de Stéphane s'adoucirent avec quelque chose qui aurait pu être du chagrin ou une compréhension trop profonde pour être nommée. La pire punition, Chloé, n'est pas la défaite. C'est la reconnaissance. C'est ce qu'il ressent maintenant. Ce que tout homme ressent quand le miroir arrête de mentir. Chloé se pencha en arrière, silencieuse. Il tendit la main sur la table, plaçant une main sur la sienne. Tu penses que la force, c'est de se défendre, mais la vraie force, c'est la retenue. Savoir quand laisser la vérité agir d'elle-même. Je n'avais pas besoin de détruire les Martins, j'ai juste arrêté de les protéger. La maison semblait plus grande, comme si l'air avait changé. Chloé fixa son père, le voyant non seulement comme l'homme qui terrifiait les bureaucrates et les généraux, mais comme quelqu'un qui avait appris à la dure comment le pouvoir devait et ne devait pas être utilisé. Tu crois vraiment, murmura-t-elle, que le système se réparera de lui-même? Stéphane secoua la tête. Pas de lui-même. Mais parfois, il faut le laisser tomber avant de pouvoir le reconstruire. Un calme s'installa entre eux. Le regard de Chloé tomba sur leurs mains. La sienne petite, la sienne rugueuse, le contraste saisissant mais connecté. Elle réalisa alors que le pouvoir de son père ne venait pas des titres militaires, des VUS ou des hommes qui sursautaient quand il parlait. Il venait de quelque chose de plus rare, sa conviction absolue dans la façon dont le monde devrait fonctionner. Il relâcha doucement sa main et se leva. Repose-toi, Chloé. Elle hésita. Papa. Oui. Et si ça ne s'arrête pas? La haine, les mensonges. Stéphane s'arrêta sur le seuil, à moitié dans l'ombre du couloir. Sa réponse fut calme, mais elle avait du poids. Alors nous continuerons à nous tenir droit. C'est la seule règle. Le code ne change jamais. La bibliothèque du lycée Saint-Martin avait toujours été le refuge de Chloé. Son silence un bouclier. Ses rangées de livres une sorte d'ordre. Le reste de l'école ne le comprenait pas, mais même le silence pouvait se retourner contre vous. Cet après-midi-là,
l'air était différent. Vigilant. Elle était assise à sa table habituelle dans le coin, celle près de la fenêtre du fond, faisant semblant de lire. En vérité, elle n'absorbait pas un seul mot. Les chuchotements du couloir s'accrochaient encore à elle comme de l'électricité statique. L'arme de papa. Menteuse. Manipulatrice. Les mêmes phrases empoisonnées maintenant recyclées dans les discussions de groupe et les publications anonymes. Chloé traça le dos du livre avec son pouce, son reflet faible dans la vitre. Pendant des jours, elle s'était demandé si rester ici en valait la peine, si combattre un système qui pouvait la transformer en méchante était même possible. C'est alors qu'une voix douce rompit le silence. « Salut !» Elle se tourna. À quelques mètres de là se tenait un garçon qu'elle reconnaissait vaguement. Mince, des cheveux châtains clairs lui tombant dans les yeux. Il portait un sweat à capuche trop grand et tenait un sac d'appareil photo comme une armure. « Lucas, c'est ça ?» dit-elle, sa voix égale. Il hocha rapidement la tête. « Lucas Fournier. »« Je suis désolé de te déranger. Je voulais juste est-ce que je peux m'asseoir ?» Chloé l'étudia un instant, puis fit un geste vers la chaise en face d'elle. « Vas-y. » Lucas s'assit, sa jambe rebondissant sous la table, ses yeux se posant sur la porte, puis revenant vers elle. « Je sais que c'est bizarre. Tu ne veux probablement pas parler à quelqu'un du journal du lycée, mais ce n'est pas pour un article. » Chloé haussa un sourcil. « Alors de quoi s'agit-il » Il hésita, baissant la voix. « Il s'agit de ce qu'ils te font. Les rumeurs, la vidéo, tout. » Ses yeux se plissèrent légèrement. « Tu vas devoir être plus précis. » Je veux dire, il se pencha plus près, la voix tremblante, ils réécrivent ce qui s'est passé. J'ai déjà vu ça. Chaque fois que quelque chose comme ça arrive, ils déforment la réalité jusqu'à ce que la victime devienne le problème. Chloé inclina la tête. Et comment sais-tu ça ? Lucas déglutit. Parce que je tiens des archives. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Depuis 3 ans, continua-t-il, son ton plus stable maintenant, je documente chaque plainte que cette école a enterrée, chaque élève qui a été harcelé, battu ou humilié, et chaque fois que le proviseur Bernard a étouffé l'affaire pour préserver l'image parfaite du lycée Saint-Martin. Chloé ne dit rien, mais son regard s'aiguisa. Lucas sortit une petite clé USB de sa poche et la posa sur la table comme de la contrebande. J'ai des dossiers, des photos, des transcriptions de réunions, même des emails entre eux. Bernard et la famille Martin. Il a échangé le silence contre des dons. Chloé fixa la clé. Pourquoi me montres-tu ça ? Lucas expira, tremblant. Parce que tu es la première personne qui n'a pas peur de leur tenir tête. Et parce que si nous ne l'exposons pas maintenant, ça ne s'arrêtera jamais. Elle se pencha en arrière, croisant les bras. Tu réalises ce que tu dis. Si ça sort, ils te détruiront avant même d'admettre la vérité. Je sais, dit Lucas doucement. Mais ils détruisent des gens comme moi depuis des années, juste plus lentement. Il y avait quelque chose dans son ton, résigné mais résolu, qui rappela à Chloé ce qu'elle était avant que tout cela ne commence. Lucas baissa les yeux sur ses mains, la voix presque cassée. Mon meilleur ami a été transféré l'année dernière. Ils ont dit qu'il était instable, mais ce n'était pas le cas. Il était gay. Il s'est fait agresser derrière le gymnase par le même groupe qui suivait Léo partout. Bernard a fait disparaître l'affaire. Il a dit que ça nuirait à l'image de l'école. La poitrine de Chloé se serra. Je voulais dire quelque chose, continua Lucas, mais personne n'écoute quelqu'un comme moi, alors j'ai commencé à garder des preuves. Chaque histoire, chaque dossier, je me suis dit que peut-être un jour quelqu'un de plus fort pourrait en faire quelque chose. Pour la première fois depuis des jours, Chloé sentit la faible lueur de quelque chose d'inhabituel. Un but. Tu es sûr de ça ? demanda-t-elle doucement. Lucas hocha la tête. Ils disent déjà que tu as tout manipulé, mais si les gens voyaient ce que j'ai, s'ils voyaient le schéma, ils ne pourraient plus le nier. Ils devraient faire face à ce qu'est vraiment cette école. Chloé resta silencieuse un long moment. L'horloge de la bibliothèque battait au-dessus d'eux, marquant le temps et les battements de cœur. Finalement, elle dit, tu réalises que si on fait ça, on ne pourra pas revenir en arrière. Je sais, dit Lucas. C'est pourquoi je suis venu te voir.
Elle l'étudia. Ses mains tremblantes, son visage pâle, l'étincelle de défi enfouie sous la peur. Pour la première fois depuis le combat, elle vit quelqu'un d'autre prêt à se tenir sur la même ligne. Alors, lentement, elle tendit la main vers la clé USB. Le métal était froid contre sa peau. « Montre-moi tout ce que tu as, dit-elle. Les épaules de Lucas s'affaissèrent de soulagement. « Tu es sérieuse ?» Chloé hocha la tête. « S'ils veulent réécrire l'histoire, on leur donnera une version qu'ils ne pourront pas effacer. » Un petit sourire, presque incrédule, toucha les lèvres de Lucas. « Tu penses vraiment qu'on peut gagner ?» Chloé croisa son regard. « Non, dit-elle honnêtement. Mais on peut s'assurer qu'ils n'oublient jamais qu'on s'est battu. » Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose dans sa poitrine se détendre. Pas la paix, pas encore, mais la résolution. Lucas la regarda, les yeux brillants d'une détermination nerveuse. « Alors on est dans le même bateau ?» Elle hocha la tête une fois. « Ensemble. » Dehors, la lumière de l'après-midi commença à décliner, teintant la bibliothèque d'or et de gris. Deux élèves étaient assis en dessous, l'un marqué par la violence, l'autre par le silence, prêts à démolir le mensonge qui avait construit leur école. La pluie tomba fort cette nuit-là, martelant les hautes fenêtres de la tour des bureaux Martin Défense. Ce n'était pas le genre de pluie douce qui nettoie les choses. Elle était implacable, punitive, comme si le ciel lui-même avait décidé de témoigner de l'effondrement d'une dynastie. À l'intérieur, les lumières des bureaux brûlaient bien après la fermeture. M. Martin faisait les 100 pas devant son bureau, la mâchoire serrée, le téléphone collé à l'oreille. Chaque appel était le même. Des excuses sèches, des mots comme « examen »,« conformité »,« résiliation ». Il raccrocha au dernier et jeta le téléphone sur son bureau. L'écran se fissura. En face de lui, le proviseur Bernard était assis, raide, les mains jointes, les yeux passant nerveusement du sol à l'homme qui avait autrefois été son bienfaiteur. « Ça ? Comment ça aime ? » Martin, la voix s'élevant. « C'est de ta faute. » M. Bernard cligna des yeux, surpris. « Ma faute ? Je ne, M. » Martin claqua la paume de sa main sur le bureau. « Ne joue pas à l'idiot avec moi. J'ai injecté de l'argent dans cette école pendant des années. J'ai payé pour ta nouvelle aile scientifique, tes uniformes de football, ton fichu programme de sensibilisation communautaire, et tu n'as même pas pu gérer une seule fille. » M. Bernard balbutia. « J'ai essayé, M. » Martin. « Mais l'enquête, l'enquête ? » M. Martin rit amèrement. « Il n'aurait pas dû y avoir d'enquête. C'est pour ça que je te payais. Pour garder les choses secrètes, pour m'assurer que le conseil ne voit jamais les plaintes, les images, les histoires. » M. Bernard devint pâle. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas juste une nouvelle élève. Son père, je sais qui est son père, coupa M. Martin, la voix craquant de fureur. Un général, un homme avec des relations assez profondes pour m'enterrer vivant. Et maintenant, il le fait. Un coup de fil de sa part et tous les contrats que j'ai construits en 20 ans ont disparu du jour au lendemain. » Il se détourna, faisant les 100 pas vers la fenêtre. La foudre éclata, illuminant la vitre striée de pluie. « As-tu la moindre idée de ce que ça fait, Bernard ? De regarder tout ce que tu as construit, tout, s'effondrer parce que tu as fait confiance à un lâche pour le gérer. » M. Bernard déglutit difficilement. « Vous aviez dit que c'était sous contrôle. » M. Martin se retourna vers lui, les yeux flamboyants. « Parce que tu m'as dit que ça l'était. Tu as dit que les plaintes étaient contenues. Tu as dit que le dossier de l'école était propre. J'ai fait ce que vous avez demandé. » Éclata M. Bernard, le désespoir perçant à travers son sang-froid. « Vous vouliez le contrôle et je vous l'ai donné. Chaque fois qu'un rapport arrivait à violence, harcèlement, incident ratio, je les enterrais. Vous croyez que ses parents ont juste oublié? Non, ils ont été achetés. Vous m'avez dit de garder l'image immaculée, de faire du lycée Saint-Martin une école modèle pour les initiatives communautaires de votre entreprise, et je l'ai fait. » Sa voix tremblait. « Vous m'avez dit de ne pas toucher à votre fils, même quand les plaintes le concernaient.
Les mots tombèrent comme des coups de feu. Pendant un instant, aucun des deux hommes ne parla. Puis le visage de M. Martin se tordit, non pas de déni, mais de dégoût. Tu me blâmes maintenant. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé, financement, influence, et tu n'as même pas pu protéger le nom de ma famille. Le sang-froid de M. Bernard s'effondra. Le nom de votre famille était le problème. Lança-t-il. Léo se croyait intouchable parce que vous lui aviez dit qu'il l'était. Chaque fois qu'il a blessé quelqu'un, j'ai essayé de le discipliner et vous avez passé un coup de fil. Un seul appel et ça a disparu du dossier. Vous ne vouliez pas un fils, M. Martin. Vous vouliez un héritage. Et maintenant, cet héritage pourrit de l'intérieur. La pièce tomba dans le silence, à l'exception de la pluie incessante. M. Martin le fixa, la poitrine soulevée, la couleur quittant son visage. Il avait l'air plus vieux, soudainement vaincu, la rage le vidant de l'intérieur. Sa voix sortit rauque. Tu crois que tu es innocent dans tout ça? Tu crois qu'ils ne t'entraîneront pas aussi? Les lèvres de M. Bernard tremblèrent. J'essayais juste de garder mon travail. M. Martin rit amèrement. Et regarde où ça t'a mené. Ils viennent pour nous deux maintenant. Toi, moi, tous ceux qui ont joué le jeu. Il se pencha sur le bureau, sa voix tombant dans un murmure bas et venimeux. Tu crois que ce général se soucie de la justice? Il veut la rétribution. Il nous brûlera tous les deux, et il n'aura même pas besoin d'élever la voix. Le proviseur ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'il ne le puisse, un léger clic retentit sous le bureau. Une lumière rouge clignota une fois, cachée sous un dossier de documents. Aucun des deux hommes ne le remarqua. De l'autre côté de la ville, dans la pénombre de la bibliothèque, Lucas Fournier fixait l'écran de son ordinateur portable, ses doigts planant au-dessus du clavier, les yeux écarquillés alors que le fichier audio jouait dans ses écouteurs. Il pouvait tout entendre. Chaque mot, chaque confession, chaque vérité auto-incriminante déversée dans la colère. À côté de lui, Chloé était assise, parfaitement immobile, les yeux fixés sur la forme d'onde qui pulsait sur l'écran. Le son de la voix de M. Martin, furieuse, arrogante, terrifiée, remplissait le petit espace entre eux. Quand cela se termina, le silence fut assourdissant. Lucas retira les écouteurs, ses mains tremblant légèrement. On les a, murmura-t-il. C'est tout. Chloé ne répondit pas tout de suite. Elle fixa l'ordinateur portable, la preuve d'années de corruption distillée en un enregistrement de 10 minutes. Son esprit n'était pas à la victoire. Il était sur les visages de chaque élève dont la douleur avait été effacée par des hommes comme ceux-là. Elle se pencha en avant, sa voix stable mais basse. Envoie-le-moi. Tout. Lucas hocha la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Chloé ferma doucement l'ordinateur portable, son expression illisible. Mettre fin à leur silence de la même manière qu'ils ont mis fin au nôtre. Dehors, le tonnerre gronda sur Saint-Martin-du-Lac. À l'intérieur de la bibliothèque, deux élèves, l'un marqué par le pouvoir, l'autre endurci par la vérité, étaient assis dans la lueur d'un écran qui pouvait mettre un empire à genoux. L'amphithéâtre du lycée Saint-Martin n'avait jamais été aussi plein. Chaque siège était occupé. Les parents s'alignaient le long des murs. Les professeurs se regroupaient en groupes nerveux. Et les élèves chuchotaient depuis les rangées du fond. L'air bourdonnait de tension, comme le moment avant qu'un orage n'éclate enfin. À l'avant de la salle, sous la bannière vacillante qui disait « Réunion d'urgence du conseil d'administration », le proviseur Bernard était assis derrière une longue table, flanqué du conseil d'administration de l'école et d'un M. Martin visiblement agité. Le bourdonnement des voix se calma lorsque le surintendant frappa son marteau. « De l'ordre, s'il vous plaît, dit-il, bien que sa voix portât peu d'autorité. Nous sommes ici pour aborder les récentes allégations et les dommages à la réputation du lycée Saint-Martin. » Des chuchotements parcoururent la foule. Réputation. Le mot tomba comme une insulte. M. Bernard se pencha en avant, agrippant le microphone. Sa cravate était de travers, son front perlé de sueur. Premièrement, commença-t-il. Laissez-moi être clair. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant qu'école.
Le lycée Saint-Martin est fier de son inclusivité et de son excellence académique. Malheureusement, des influences extérieures ont créé un environnement toxique, semant la division et la colère. Son regard vacilla vers Chloé au premier rang. Cette culture d'hostilité n'a pas commencé ici. Elle a été apportée ici. Des halètements se répandirent dans le public. Une mère se leva au fond. Mon fils a été agressé ici il y a 2 ans. Vous avez étouffé l'affaire. M. Bernard balbutia. Ce n'est pas vrai. Chaque cas a été traité de manière appropriée. La voix d'un autre parent s'éleva. Vous avez qualifié le harcèlement de ma fille de malentendu. Vous vous en souvenez? La salle commença à se retourner. À côté du podium, M. Martin se leva, le visage pâle mais provoquant. Assez. Sa voix tonitruante coupa le chaos. Cette chasse aux sorcières est allée trop loin. Mon entreprise soutient cette communauté depuis des décennies. Ma famille, mon fils, ont été vilipendés à cause d'un incident malheureux démesurément grossi par les médias sociaux et il hésita, les yeux se durcissant, campagne de vengeance. Il tourna son regard noir sur Stéphane Dubois, qui était assis tranquillement au 2e rang, les mains jointes, la posture inébranlable. Cet homme, ce général, a manipulé les institutions publiques pour détruire tout ce que j'ai construit. J'exige que ce conseil enquête sur lui. Le public éclata, moitié criant, moitié huant. Stéphane ne bougea pas. Il tourna simplement la tête, son calme plus puissant que n'importe quelle explosion. Sa voix, quand elle vint, était égale et froide. Je n'ai rien détruit, M. Martin. La vérité l'a fait. Le silence qui suivit fut tranchant comme un rasoir. Au bord de la salle, Lucas Fournier se tenait debout. Son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine entendre le bruit autour de lui. Il serra fermement son téléphone, jetant un regard à Chloé, qui croisa ses yeux et fit un unique signe de tête. Il s'avança. J'aimerais parler. M. Bernard fronça les sourcils. Cette réunion est pour, la voix de Stéphane coupa. Laissez-le. Personne ne discuta. Lucas s'approcha du microphone, la nervosité visible dans chaque mouvement. Sa voix trembla au début, mais se raffermit alors qu'il parlait. Mon nom est Lucas Fournier. Je suis en terminale ici. J'ai été le rédacteur en chef du Ledger, le journal des élèves, pendant 2 ans. J'ai vu ce qui se passait dans cette école, et j'ai gardé des archives. Pas des rumeurs. Des archives. Il jeta un coup d'œil à M. Bernard, puis à M. Martin. Vous avez tous les deux dit que le lycée Saint-Martin est un lieu d'intégrité. Mais vous avez payé pour le silence. Vous avez échangé la vérité contre l'image. Un murmure se répandit dans la foule. Lucas plongea la main dans sa poche, sortit son téléphone et le brancha au système de sonorisation de l'amphithéâtre. Le grésillement crépita un instant, puis la première voix remplit la salle. Froide, sans équivoque. M. Martin, j'ai injecté de l'argent dans cette école pendant des années. Je t'ai payé pour contrôler ça. M. Bernard, vous m'avez dit de ne pas toucher à votre fils, même quand les plaintes le concernaient. M. Martin, tu crois que tu es innocent? Ils viennent pour nous deux maintenant. Les voix résonnèrent sur les murs de l'amphithéâtre comme des fantômes refusant d'être enterrés. Puis le silence. Pendant un instant, personne ne respira. Et puis la salle explosa. Les parents criaient les uns par-dessus les autres. La fureur et l'incrédulité se fondant en un seul rugissement. Vous avez vendu nos enfants. Cria quelqu'un. Un autre parent pointa du doigt M. Bernard. Vous avez laissé ça se produire sous votre surveillance. M. Bernard devint pâle, cherchant ses mots. C'est sorti de son contexte. Mais il était trop tard. Le mal était fait. M. Martin essaya de se lever, mais ses jambes semblaient le trahir. Vous ne comprenez pas, balbutia-t-il. Ces enregistrements, ce sont des discussions d'affaires privées. Stéphane Dubois se leva lentement, sa voix coupant le chaos comme une lame. Ce sont des preuves. Et les enquêteurs fédéraux à l'extérieur seront très intéressés de les entendre.
2 silhouettes en costume sombre apparurent aux portes du fond. Ce n'était pas la sécurité de l'école. Ils portaient l'autorité du silence. La foule s'écarta à leur passage. M. Martin, dit l'un d'eux calmement. Vous êtes sous enquête fédérale pour obstruction et corruption. Proviseur Bernard, vous êtes placé en garde à vue pour falsification de preuves et violation des droits civils. M. Bernard se figea, son visage d'une blancheur fantomatique. Attendez, vous ne pouvez pas, mais les agents le guidaient déjà vers la sortie. Le son des menottes se refermant résonna plus fort que la tempête de voix. M. Martin se tourna, le désespoir griffant son ton. Dubois, s'il vous plaît. On peut trouver un arrangement. Vous n'êtes pas obligé de... Stéphane croisa son regard une dernière fois. Échec et mat, M. Martin. La foule éclata en applaudissements. Pas le genre d'acclamation qui suit un match, mais le bruit brut et cathartique de la vérité qui fait enfin surface. Certains parents pleuraient, d'autres restaient immobiles, les mains sur la bouche. Chloé était assise au premier rang, regardant les hommes qui possédaient autrefois sa douleur être emmenée. Pour la première fois depuis qu'elle avait mis les pieds au lycée Saint-Martin, elle expira sans peur. Lucas la regarda, tremblant, mais souriant faiblement. On l'a fait. Chloé secoua la tête, les yeux toujours fixés sur le podium vide. Non, dit-elle doucement. On les a juste obligés à écouter. Un mois peut tout changer. Et au lycée Saint-Martin, c'était le cas. Les bannières qui criaient autrefois « Excellence »,« Intégrité »,« Tradition » pendaient toujours au-dessus des grilles d'entrée, mais elles n'inspiraient plus la fierté. Elles pendaient comme des fantômes, des rappels d'un mensonge que l'école avait cru pendant trop longtemps. Le vieil ordre était parti. Le bureau du proviseur Bernard était vide, la plaque nominative arrachée de la porte. Le conseil avait nommé une nouvelle directrice, Dr. Valérie Moreau, une femme aux yeux vifs, à la peau couleur de noyer, et à la réputation de discipline forgée par l'expérience, pas par les dons. Elle venait des quartiers défavorisés, où elle avait construit des écoles sur les cendres de la négligence. Son premier acte au lycée Saint-Martin fut simple, sans compromis, et écrit sur tous les murs des salles de classe, tolérance zéro pour la haine, tolérance zéro pour le silence. Les élèves chuchotaient son nom avec un mélange de respect et de peur. Les professeurs se tenaient plus droits quand elle passait. Les couloirs, autrefois résonnants de rires qui se nourrissaient de la cruauté, étaient plus calmes maintenant, mais pas vides. Ils bourdonnaient de quelque chose d'inhabituel. La responsabilité. Chloé le sentait chaque matin en parcourant ces mêmes couloirs. Les yeux qui la raillaient autrefois l'évitaient maintenant complètement, non pas avec haine cette fois, mais avec malaise. La culpabilité était plus lourde que le mépris. Elle avait changé aussi. Les bleus s'étaient estompés, mais pas le souvenir. Elle portait un nouveau carnet relié en cuir sous son bras. Un cadeau de son père, sa couverture embossée d'un seul mot, fortitude. À l'intérieur, il n'y avait plus les citations de sa mère, mais ses propres réflexions, des pensées aiguisées par la douleur et le but. Au déjeuner, elle s'asseyait seule à sa table habituelle près de la fenêtre, lisant. Le soleil filtrait à travers, gravant le bord de ses cheveux tressés, scintillant sur le clip en métal qui tenait les pages ouvertes. C'était paisible d'une manière qu'elle n'avait jamais connue au lycée Saint-Martin. Pas l'absence de bruit, mais la présence de contrôle. Dehors, le monde avait tourné la page. Le manoir Martin était à vendre. Le logo de l'entreprise, autrefois blasonné sur les chantiers de construction et les plaques de la mairie, avait été retiré de chaque surface. Les actifs de la famille gelés, les contrats annulés, l'héritage démantelé. Et Léo Martin, le garçon en or qui régnait autrefois sur ces couloirs, il revint, non pas comme un roi, mais comme une ombre. Il franchit les portes d'entrée, portant des vêtements qui ne correspondaient plus à son mythe. Sa veste autrefois impeccable était froissée. Ses baskets éraflées, l'assurance remplacée par l'hésitation. Les chuchotements qui le suivaient autrefois avaient disparu. Même les ragots s'étaient lassés de son nom. Il tenait un seul dossier dans sa main. Des papiers de transfert, la dernière étape pour quitter le lycée Saint-Martin. En descendant le couloir, les élèves s'écartèrent, non par révérence, mais par habitude. Incertains de la manière de réagir à un dieu déchu. Ses yeux parcoururent les affiches sur les murs. Des campagnes sur la diversité, des engagements anti-harcèlement,
et des photos de visages souriants qui ne ressemblaient en rien à l'école qu'il avait autrefois commandée. C'était un nouveau monde, et il n'y appartenait pas. Quand il atteignit le bout du couloir, il s'arrêta. Chloé était là, assise au même endroit que toujours, une figure calme dans un lieu qui vibrait autrefois de tension. Son nouveau carnet reposait ouvert devant elle, son stylo se déplaçant en traits nets et délibérés. Elle ne leva pas les yeux tout de suite. Léo hésita, le son de sa propre respiration forte à ses oreilles. Pendant une seconde, il pensa à faire demi-tour, à sortir et à ne plus jamais revoir cet endroit. Mais quelque chose en lui refusa de le laisser partir sans lui faire face. Il s'approcha lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand il fut assez proche, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de peur dans son regard maintenant. Pas de défi non plus, juste de la clarté. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les excuses restaient coincées comme des pierres dans sa gorge. Que pouvait-il bien dire? Je suis désolé d'avoir essayé de te briser. Je ne savais pas que mon monde était construit sur des mensonges. Il n'y avait pas de mots assez forts pour la vérité ou assez faibles pour sa honte. Chloé attendit, non pas avec impatience, mais avec connaissance. Finalement, Léo réussit à parler, sa voix mince et rauque. Tu as gagné. Le stylo de Chloé ne cessa de bouger. Ce n'était pas un jeu, dit-elle doucement. Il baissa les yeux, ses mains se resserrant autour du dossier de transfert. Je sais. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. Pas le silence aigu et armé qui planait autrefois entre eux, mais quelque chose de plus doux, le genre qui portait le poids de ce qui avait été perdu. Léo se tourna pour partir, mais s'arrêta. Mon père disait que je n'aurais jamais à m'excuser auprès de personne. C'est comme ça qu'on m'a élevé. Il expira, sa voix se brisant. Il s'avère qu'il avait tort sur tout. Chloé leva enfin les yeux vers lui, son expression illisible. C'est la première chose vraie que tu aies dite. Il hocha la tête, les yeux brillants. Au revoir, Chloé. Elle ne répondit pas. Alors qu'il s'éloignait, son reflet dans les portes vitrées semblait plus petit qu'il ne s'en souvenait. Fragile. Humain. Le même couloir qui acclamait autrefois son nom l'avala maintenant tout entier. Quand il fut parti, Chloé ferma doucement son carnet et regarda par la fenêtre. Des élèves riaient dans la cour. La vie reprenait, se reconstruisant de manière calme et ordinaire. Elle murmura, plus pour elle-même que pour quiconque. Le silence le protégeait. Maintenant, c'est tout ce qu'il lui reste. Ses doigts effleurèrent le bord du carnet. Celui qui portait les leçons de sa mère et la force de son père. Pour la première fois, elle sentit ce que tous deux avaient essayé de lui apprendre. Le contrôle ne concernait pas la domination. Il concernait la direction. Elle tourna la page, écrivit une dernière ligne d'une écriture nette et stable. La justice ne se termine pas avec la victoire. Elle commence lorsque le silence se brise enfin. Dehors, la cloche sonna, signalant une nouvelle heure, un nouveau chapitre. Et cette fois, pour une fois, le lycée Saint-Martin ressemblait vraiment à un endroit où quelque chose avait changé. Le soleil se leva lentement sur le lycée Saint-Martin, déversant sa lumière sur la cour, comme une promesse que le monde essayait de tenir. Il y a un mois, cette même cour était un champ de bataille, résonnant de cris, de cruauté et du goût métallique de la peur. Maintenant, elle bourdonnait de quelque chose de plus doux. Les rires des élèves flottaient dans l'air, vifs mais pas cruels. Les murs avaient été repeints. Les anciens slogans remplacés par un nouveau qui s'étendait sur l'arche principale, le respect est la seule règle. Chloé se tenait près du mât du drapeau. Le même où elle avait autrefois été dévisagée comme une anomalie. Aujourd'hui, personne ne la dévisageait. Les têtes se tournaient toujours quand elle passait, mais l'énergie était différente. Ce n'était plus de la curiosité ou de la malice. C'était de la reconnaissance. Elle n'était pas exactement crainte. Mais personne n'osait non plus la sous-estimer. Quand les gens la voyaient maintenant, ils se redressaient un peu, baissaient la voix. Ils chuchotaient son nom avec un mélange de respect et de quelque chose qui s'approchait de la révérence. Non pas parce qu'elle était la fille du général, mais parce qu'elle avait survécu à ce que cet endroit était autrefois. Chloé Dubois était devenue la boussole silencieuse du lycée Saint-Martin. L'écosystème avait changé autour d'elle. La mentalité de meute qui régnait autrefois sur l'école était brisée.
La hiérarchie s'était aplanie. Les élèves se surveillaient maintenant les uns les autres. Non par gentillesse, mais par conscience. La haine avait été exposée pour ce qu'elle était, de la faiblesse. Elle ne l'avait pas fait avec les poings ou la peur. Elle l'avait fait avec la vérité. Pourtant, Chloé restait à l'écart. Elle s'asseyait au même endroit au déjeuner, sous le vieux chêne qui avait tout vu, et écrivait dans son carnet, celui que son père lui avait donné après que la tempête se soit calmée. La couverture en cuir s'était adoucie avec l'usage. À l'intérieur, elle remplissait les pages non pas de rage ou de chagrin, mais d'observation, de réflexion et de projet. Le calme était redevenu son domaine, mais ce n'était plus un bouclier. C'était un choix. Lucas passait souvent pendant les pauses, toujours aussi maladroit, ses cheveux plus en désordre, sa confiance émergeant lentement. Il avait pris l'enregistrement et l'avait transformé en une enquête complète dans le journal en ligne de l'école. Saint-Martin démasqué, il l'avait appelé. C'était devenu viral, non pas parce que c'était scandaleux, mais parce que c'était honnête. L'histoire ne glorifiait personne. Elle n'humiliait personne non plus. Elle disait simplement la vérité. Pour la première fois, la vérité du lycée Saint-Martin comptait. Je suppose que tu es la légende silencieuse maintenant, taquina Lucas un après-midi, assis en tailleur à côté d'elle. Chloé sourit. Les légendes ne sont que des histoires que les gens racontent quand ils veulent oublier le vrai travail. Lucas rit doucement. Alors, quelle est la suite? Chloé ferma son carnet. S'assurer que personne d'autre ne devienne une histoire. C'est un vendredi que la scène s'est déroulée. La journée était chaude, du genre à brouiller la ligne entre le printemps et l'été. Chloé traversait la cour. Les livres sous le bras, quand un bruit sourd rompit le calme. À quelques mètres devant, une élève de seconde avait trébuché sur le bord des escaliers. Son sac à dos tomba par terre, déversant des cahiers et des stylos sur le trottoir. La fille se figea, les yeux écarquillés, les joues rougissant. Elle était petite, avec des traits serrés et un sweat à capuche trop grand qui semblait l'avaler. La cour se tut une demi-seconde. La même demi-seconde qui précède toujours la cruauté. Quelques élèves à proximité ricanèrent. Quelqu'un murmura, c'est une nouvelle. Avant que les rires ne puissent s'amplifier, une ombre tomba sur le désordre de livres. Chloé était déjà là. Elle s'agenouilla, calme et sans hâte, ramassant les cahiers tombés un par un. Ça va? Demanda-t-elle, sa voix stable. La fille cligna des yeux, surprise, puis hocha rapidement la tête. Oui, je suis désolé. Je suis juste, ne t'excuse pas, dit Chloé, lui tendant le dernier livre. Le sol est là depuis plus longtemps que toi. Il a l'habitude de faire trébucher les gens. Un rire nerveux s'échappa des lèvres de la fille. La tension se brisa autour d'eux. Les élèves qui regardaient perdirent leur intérêt, leur attention se portant ailleurs. L'instinct cruel, celui qui se nourrissait autrefois de la faiblesse, n'avait plus nulle part où aller. La seconde hésita, puis murmura « Merci ». Chloé sourit faiblement. Pas de problème. Elle se leva, ajustant son sac à dos. Bienvenue au lycée Saint-Martin. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. Tu es Chloé Dubois, n'est-ce pas? Chloé marqua une pause, considérant la question. Pendant longtemps, ce nom avait été à la fois une malédiction et un fardeau. Quelque chose chuchotait dans les couloirs, utilisé pour la définir avant qu'elle ne puisse parler pour elle-même. Maintenant, c'était juste un nom. Elle hocha la tête. Oui, mais tu n'as plus besoin d'avoir peur des noms ici. La fille sourit timidement, serrant ses livres plus près. Je m'appelle Jade Laurent. Chloé tendit la main. Enchantée, Jade. Elles se serrèrent la main. Ferme, stable. Quelque chose de tacite passa entre elles. Une compréhension silencieuse plus vieille qu'aucune d'elles ne pouvait l'articuler. Il ne s'agissait pas de race, de peur ou même de survie. Il s'agissait de continuation. Alors que Jade s'éloignait, Chloé s'attarda près des marches. Pendant un instant, elle regarda la cour, l'endroit où elle avait été brisée et reconstruite, humiliée et vengée. Les mêmes murs de pierre, le même mât de drapeau, le même soleil, mais tout semblait différent maintenant. Elle vit un groupe d'élèves aider un camarade à ramasser des papiers après un coup de vent. Elle vit deux garçons, un blanc, un noir, rire ensemble près des distributeurs automatiques.
Elle vit des professeurs s'attarder plus longtemps dans les couloirs, observant, écoutant. Le lycée Saint-Martin n'était pas devenu parfait, mais il était devenu possible. Chloé sortit son carnet, tournant à une page blanche. Le vent attrapa le coin, le faisant bruisser doucement. Elle écrivit lentement, chaque mot délibéré. Le changement n'est pas bruyant. C'est le son des gens qui choisissent d'être meilleurs. Elle ferma le carnet et le glissa sous son bras, sentant son poids familier. De l'autre côté de la cour, un professeur cria, « Dubois, tu vas à l'entraînement de débat ?» Chloé sourit faiblement. « Oui, j'arrive. » En se dirigeant vers le bâtiment principal, elle passa devant l'endroit où elle était autrefois tombée, ensanglantée et humiliée. Maintenant, les élèves le traversaient sans même connaître l'histoire qui vivait dans ces fissures. C'est ainsi que la guérison fonctionnait, non pas en effaçant le passé, mais en marchant dessus avec des pas plus légers. Elle s'arrêta une fois de plus au mât du drapeau. Le soleil du matin brillant dans ses yeux. Le lycée Saint-Martin n'était plus un champ de bataille. C'était une promesse, et elle avait l'intention de la tenir. Sa voix, douce mais certaine, coupa le bourdonnement de la cour. Continuons comme ça. Et sur ce, Chloé Dubois, non plus la victime, non plus la cible, se tourna et avança dans la nouvelle normalité qu'elle avait construite. En fin de compte, le lycée Saint-Martin n'a jamais été qu'une simple école. C'était un miroir, le reflet de ce qui se passe lorsque le silence devient une tradition. Et ce qui peut changer lorsqu'une seule personne ose le briser. Chloé Dubois est arrivée en tant qu'étrangère, cible, une fille qui a refusé de s'incliner. Mais à travers chaque blessure, chaque chuchotement, chaque épreuve, elle a prouvé que la force ne vient pas du pouvoir. Elle vient de la retenue, de savoir quand se relever, de rester immobile lorsque le monde exige que vous vous agenouilliez. Léo a appris aussi, mais pas de la manière qu'il attendait. Pour chaque empire construit sur le privilège, il arrive un jour où la vérité frappe, et elle ne part jamais tranquillement. La justice n'a pas rugi dans cette histoire. Elle est entrée calmement, portant un uniforme de patience, d'intégrité et de résolution. Et dans son sillage, le lycée Saint-Martin a commencé à guérir. Non pas parce que la haine a disparu, mais parce que le courage a finalement pris sa place. Parfois, le changement ne consiste pas à gagner. Il s'agit de refuser de se perdre soi-même. Et peut-être est-ce la question à laquelle nous devons tous faire face. Lorsque le système se retourne contre ce qui est juste, auriez-vous encore le courage de vous lever? Si le parcours de Chloé vous a ému, si son combat vous a rappelé le pouvoir enfoui dans le silence, alors ne laissez pas son histoire s'estomper. Aimez, partagez et abonnez-vous pour maintenir en vie des histoires comme la sienne. Des histoires qui nous rappellent que même dans les coins les plus sombres, quelqu'un d'assez courageux pour se lever peut encore réécrire les règles.